Une fenêtre brisée. Un secret sous la terre. Bienvenue sur Détective Eternos, je suis votre hôte, Lucas. Cette communauté grandissante d'amateurs de mystères est incroyable. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez aujourd'hui. Je suis toujours ravi de lire vos messages. Ne soyez pas timide, dites-moi bonjour, maintenant. Découvrons ce qui se cache sous le lierre. La matinée du récital de printemps de Gresham commença par le chant paisible des rouges-gorges et le parfum enivrant des pétunias qui flottaient par les fenêtres ouvertes de la salle des fêtes. Les habitants de Lower Barton, une paroisse plus connue pour ses concours de confiture que pour son agitation, s'activaient avec leur enthousiasme habituel. Les enfants répétaient leurs timides morceaux de piano, les dames disposaient des compositions florales avec une fierté anxieuse, et la femme du pasteur avait une fois de plus tenté une génoise, avec des conséquences tragiques. Tout semblait parfaitement en phase avec le rythme de la vie à la campagne, jusqu'à l'arrivée d'un invité des plus inattendus. Miss Jane Marple, invitée en spectatrice plutôt qu'en participante, avait pris sa place habituelle au troisième, rang à gauche du piano derrière les Davenport, et bien en vue des portes vitrées de la véranda, qui s'ouvrait sur le jardin du presbytère. Elle portait un chapeau lilas pâle, bordé d'un ruban de satin, et tenait son sac en crochet sur ses genoux, avec la sérénité de quelqu'un qui ne manque de rien et prétend pourtant observer peu. À 11h10 précises, alors que le jeune Toby Prescott se laissait convaincre d'entamer son interprétation hésitante de Chopin, un homme franchit en titubant les portes du conservatoire. Ce n'était pas l'entrée à laquelle on s'attendrait lors d'une matinée musicale. Il était couvert de boue, le regard hagard et, curieusement, pieds nus. De la main droite, il serrait ce qui semblait être un gant de jardinage en cuir. Puis, sans un gémissement, il s'effondra sur le sol carrelé. Un cri s'échappa de Madame Withers, la femme du boulanger, suivi rapidement d'une avalanche de halètements et de tasses de thé fracassées sur le parquet. Le pasteur se précipita, suivi du docteur Pendleton, assis près de l'estrade, serrant toujours son programme d'une main et ses lunettes de l'autre. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'agenouillant près de l'homme. « Il est mort. » Le silence qui suivit fut étrange, pas total mais contenu. Même le piano, qui avait émis une note discordante lorsque Toby avait baissé les mains, semblait hésitant à continuer. Miss Marple, sans se lever, jeta un coup d'œil vers la véranda. L'angle de la chute de l'homme, remarqua-t-elle plus tard, suggérait plutôt la panique que la violence. Mais sur le moment, elle se contenta de pincer les lèvres et de cligner lentement des yeux, son regard se portant non pas sur le corps, mais sur le gant vide de la main gauche de l'homme. « C'est Monsieur Félix Carswell », murmura quelqu'un. « Le paysagiste. Il a travaillé sur la bordure du presbytère toute la semaine. N'a-t-il pas fait le labyrinthe de haies pour le domaine de Moreton ?» demanda une autre voix. « Il n'est pas d'ici », dit Madame Davenant avec un léger tremblement, comme si cela suffisait à expliquer le désastre. « C'est clair. » Quelques minutes plus tard, le sergent Ligg, agent de police du village, arriva. Un homme aux excuses, au regard bienveillant et aux bottes boueuses, visiblement retiré d'une mission peu reluisante, impliquant du bétail. Il fit évacuer la pièce, sécurisa la véranda et demanda à tous les témoins de rester à proximité pour être interrogés. Le récital de printemps de Gresham, prévu depuis si longtemps, fut aussitôt annulé. Miss Marple, quant à elle, se réfugia dans le jardin latéral, non pas par désespoir, mais pour prendre l'air. En réalité, elle constata que les gens parlaient plus ouvertement lorsqu'ils croyaient qu'on ne les écoutait pas, et le sentier longeant la haie offrait un excellent endroit pour les entendre. « Je dis que c'est du poison », murmura M. Cuthbert, dont la petite nièce devait interpréter un duo mélancolique. Il n'avait pas l'air blessé, il s'était juste « arrêté ». « Pas du poison », corrigea à nouveau Madame Davenant. « Si c'était du poison, pourquoi s'enfuir ?» Il avait l'air terrifié. « Peut-être qu'il a volé quelque chose ?» proposa Mademoiselle Rawlins, l'institutrice du quartier. « Quelque chose au presbytère ? Ou était-ce une histoire d'amour, je me demande ?»
Ne soyez pas bête, rétorqua Madame Withers. L'homme serrait un gant. On ne tue pas les jardiniers par vol ou par amour. Miss Marple ne répondit pas et ne révéla pas qu'elle aussi avait remarqué l'étrange incongruité du gant. Plus curieuse encore, le gant semblait bien trop petit pour la grande main de l'homme, à moins bien sûr que ce ne soit pas son gant. Plus tard, dans l'après-midi, le docteur Pendleton confirma ce que beaucoup commençaient à soupçonner. Il n'y avait aucune blessure externe, aucun signe de coup violent, aucune explication immédiate. Une autopsie complète serait bien sûr nécessaire, mais le diagnostic préliminaire était sans appel. Monsieur Félix Carswell était décédé subitement, probablement de causes internes. L'agent Lee retourna au presbytère accompagné d'un sergent, du comté plus raffiné, le sergent Donnelly, qui portait des chaussures cirées et tenait à la main un bloc-notes de la taille d'un recueil de cantiques. Il avait le calme éprouvé d'un homme qui n'aimait pas les détails inachevés et ne croyait pas aux coïncidences. Tandis qu'il recueillait les témoignages, Miss Marple restait poliment discrète, sirotant un thé léger avec la femme du pasteur et écoutant vraiment le ton des souvenirs plus que leur contenu. Les mots étaient aussi familiers que les tasses de thé. Choc, incrédulité, vague suspicion. Mais les tons étaient plus révélateurs. On l'a vu parler à Madame Farnham tout à l'heure, murmura Madame Davenport. Dans la tonnelle de rosier, elle semblait troublée. La tasse de Miss Marple s'arrêta en plein. Madame Farnham, récemment veuve, était connue pour ses promenades nocturnes et ses migraines soudaines. Elle n'était jamais allée à l'église, pas même à Pâques. Un lien avec le défunt? Possible. Mais il était encore tôt. Miss Marple jeta un dernier coup d'œil à la véranda, désormais bouclée par un bout de ficelle de jardinage du sergent Lay et une pancarte sur laquelle était écrit « Police, interdit d'entrer ». Oui, pensa-t-elle, le gant était trop petit et la véranda trop silencieuse. Un homme ne court pas pieds nus dans un village à moins d'être poursuivi par quelque chose, ou de faire tout son possible pour ne pas être retrouvé. Les villageois, troublés et avides d'explications, en trouveraient bientôt une. Les théories se multiplieraient, aucune n'étant vraiment exacte. Mais pour Miss Marple, le premier indice s'était déjà révélé. Non pas dans le cadavre, mais dans l'absence de ce qui aurait dû s'y trouver depuis le début. Comme le pain. Faible écho d'un accord de piano jamais joué. Et elle avait l'intention de découvrir pourquoi. Le lendemain matin, Lower Barton tout entier avait rassemblé son propre chaos ordonné, tissé de fils fins de spéculations, de suppositions et de scandales à demi-voix. La mort soudaine de Félix Carswell avait résonné dans le village comme un caillou tombé dans un étang. Chaque habitant, avec sa politesse et sa manière typiquement anglaise, cherchait à la fois à donner un sens à l'événement et à s'en distancier. Le tableau noir devant la boulangerie de Madame Withers, qui annonçait habituellement des scones, fraises ou des chaussons aux cerises, affichait désormais le message énigmatique. En raison des événements, uniquement du citron. Cela impliquait que le four, tout comme la ville, était trop occupé pour varier les plaisirs. Miss Marple, cependant, ne se pressa pas. Ce matin-là, elle prit son petit déjeuner comme d'habitude, une demi-tranche de pain grillé beurré, un œuf mollet et une tasse de thé fort, avant de se diriger vers la place du village. Elle s'arrêta brièvement devant la vitrine du marchand de journaux, remarquant que le Daily Mail avait déjà publié un petit titre « Décès mystérieux au récital du village ». En dessous, une photo granuleuse de la véranda du presbytère, avec une flèche rouge dessinée, avec goût vers la porte. Il était encore tôt, et la rosée ne s'était pas encore dissipée sur les haies. Sur le banc près du pavillon de cricket était assis le colonel Hargreaves, artilleur à la retraite, et ce qui se rapprochait le plus des forces de l'ordre à Lower Barton, après le gendarme Lay. Il tenait un exemplaire du Times plié sous le bras et une pipe serrée entre ses dents, bien qu'elle fût éteinte depuis longtemps. « Ah, Miss Marple, salua-t-il en soulevant son chapeau. Vous êtes venue résoudre la petite tragédie de notre village, n'est-ce pas? »
Je ne me considère pas vraiment comme une enquêtrice, colonel, répondit-elle doucement. Mais je trouve curieuse la façon dont les gens se souviennent des choses après un choc. Curieux, en effet. Un homme tombe raide mort en plein jour dans le jardin du curé, et tout le village devient soudain un expert en cardiologie. Il ricana sèchement. « Vous l'avez vu, alors? Le type? » Carswell. « Comme si je l'ai fait, dit-elle. Mais seulement dans ces derniers instants. Il courait. » Le colonel grogna. « Ne faites jamais confiance à un homme qui court pieds nus. C'est un manque de planification. » « Ou le désespoir, dit doucement Miss Marple. « Il y a une différence. » Le colonel Hargreaves la regarda en plissant les yeux. « Vous avez ce regard, mademoiselle Marple, le même que lorsque l'organiste a disparu avec l'argenterie. C'était un malentendu, dit-elle avec un léger sourire. L'argenterie était sous la tribune du chœur pendant tout ce temps, et tu le savais avant tout le monde. J'ai simplement écouté sa femme dire qu'il époussetait les recueils de cantiques. Aucun homme ne fait ça, à moins de cacher quelque chose. » Le colonel rit alors d'un rire franc et aboyé qui fit sursauter un pigeon à proximité. « Bon, si je meurs, j'espère que vous serez dans la pièce. Au moins, vous remarquerez ce que tout le monde oublie. » Miss Marple hocha simplement la tête, puis s'excusa gentiment. Elle avait une autre étape en tête. Sa Madame Farnham habitait une modeste maison de pierre à la lisière du village, dont le jardin était envahi de digitales et de lierres, et dont le cadran solaire négligé s'inclinait vers les ronces. Un rideau de dentelle frémissait à l'approche de Miss Marple, mais la porte ne s'ouvrit qu'après qu'elle eut frappé 2 fois, fermement. « Oh, Miss Marple !» dit Madame Farnham, pâle et agitée, un châle serré autour des épaules malgré la douceur de la matinée. « Comme c'est inattendu. J'espère ne pas vous déranger, » dit Miss Marple d'un ton doux qui ne tolérait aucun refus. « J'ai pensé qu'un peu d'air frais et de compagnie pourrait vous réconforter. Oui, bien sûr, entrez. » La veuve s'écarta, révélant un salon où transparaissait la propreté soignée d'une femme qui trouvait du réconfort dans l'ordre. Tout était impeccable. La grille de la cheminée, les chiens en porcelaine, le plateau à thé posé un peu trop parfaitement sur la table. « J'imagine qu'hier a été un choc pour vous, » commença Miss Marple une fois assise. « On vous qu'a vu parler avec M. Carswell peu avant l'incident. » Les doigts de Madame Farnham se resserrèrent brièvement autour de son châle. « Oh, je suppose que quelqu'un nous a vus. Je demandais juste pour un rosier grimpant, pour le treillis. Un choix magnifique. Les rosiers peuvent être très exigeants, cependant. Sensibles au mildiou, très dépendants d'un bon sol. Je ne comprends pas bien. Juste une observation de jardinier, » dit aimablement Miss Marple. « Monsieur Carswell vous connaissait-il avant cette commande ?» Madame Farnham hésita. « Il a aménagé le domaine de mon défunt mari, il y a de nombreuses années. »« Ah !» dit Miss Marple en se versant une tasse de thé. « Il y avait donc une connaissance antérieure. Et votre mari s'entendait-il bien avec Monsieur Carswell ?» Une pause. « Pas spécialement, » dit enfin Madame Farnham. « Il le trouvait impertinent. Trop d'idées sur le design moderne et le naturalisme. Mon mari croyait en l'ordre. Tout comme vous, » dit Miss Marple d'une voix douce, en jetant un nouveau coup d'œil au plateau de thé soigneusement dressé. L'ordre peut être très réconfortant dans un monde chaotique. Les lèvres de Madame Farnham tressaillirent, mais elle ne dit rien. Ailleurs, dans le village, le sergent Donnelly menait sa propre enquête, fondée sur des procédures qu'il cochait avec une diligence admirable. Il avait interrogé le pasteur, les enfants, le personnel qui avait participé à l'organisation du récital, et même le jeune Toby Prescott, dont la plus grande inquiétude semblait être de savoir s'il finirait un jour son œuvre de Chopin, désormais entachée par la mort. Un fil conducteur commença à émerger. Selon la gouvernante du vicaire, M. Carswell avait passé beaucoup de temps dans la véranda, non seulement à travailler sur les plans du jardin, mais aussi à s'y promener, s'asseyant même dans un coin éloigné, près du vieux pupitre, pour dessiner quelque chose. « Que dessinait-il » avait demandé Donnelly. « Je ne sais pas exactement, monsieur, »
répondit la gouvernante. Juste des lignes, des courbes et tout ça. J'ai pensé que c'était peut-être le motif de la bordure. Mais le carnet de croquis retrouvé parmi les affaires de M. Carswell dans son logement, au Rose and Crown, contenait tout autre chose. Page après page, des formes ornementales, des motifs circulaires, des lignes qui se croisaient comme si elles faisaient partie d'une carte ou d'un puzzle. Donnelly, perplexe, envoya chercher un architecte local qui confirma que les dessins présentaient une certaine ressemblance avec les anciens modèles de véranda géorgienne, mais rien qui n'ait de sens en soi. De retour au presbytère, Miss Marple se tenait devant la porte verrouillée de la véranda avec le sergent League. « Vous dites qu'il est entré par ici ?» demanda-t-elle. Lee hocha la tête. « Je me suis effondré presque immédiatement après. Ça a dû venir du chemin qui longe le jardin. Aucun signe de quelqu'un d'autre, aucune trace de pas. Mais il a plu tôt hier. Le sol est encore meuble. »« Exactement, » murmura Miss Marple en se penchant légèrement. « Et pourtant, pas même une tache sur le carrelage. » Elle se redressa, le regard perdu dans le vide. S'il est revenu du jardin, pieds nus, paniqué, il aurait dû y avoir de la boue. De la terre, une piste. League cligna des yeux. « Tu dis qu'il n'est pas venu de l'extérieur. Je dis que c'est peut-être une idée reçue, » dit-elle doucement. « Parfois, des gens meurent là où ils ne devraient pas, et on les déplace. » La bouche du sergent s'ouvrit puis se referma. Mais pourquoi quelqu'un déplacerait-il un homme mourant? Miss Marple ne répondit pas directement. Son regard se posa à nouveau sur l'intérieur de la véranda. Un petit détail la tiraillait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Un homme est mort hier, » dit-elle enfin. « Pas de façon violente peut-être, mais avec un but précis, et un but précis implique quelqu'un d'autre. » Elle se retourna, son châle flottant au vent. « Les gens finissent toujours par se révéler, sergent League, un jour ou l'autre. Il suffit de s'en apercevoir. » Le jeudi matin, Lower Barton n'était plus en deuil. Elle était en fait en pleine enquête. La communauté s'était divisée, en petites factions bien rangées, chacune convaincue d'avoir déjà résolu le mystère. Certains murmuraient une insuffisance cardiaque aggravée par les ragots du village. D'autres suggéraient un poison issu de plantes exotiques. Après tout, Carswell n'avait-il pas étudié la botanique en Suisse? Et quelques-uns étaient persuadés que cela avait un rapport avec la contrebande. Un homme mort pieds nus dans le jardin d'un vicaire, tenant un gant mal ajusté, cela exigeait presque une intrigue. Miss Marple, cependant, n'avait rejoint aucun camp. Elle le faisait rarement. Elle passait plutôt une partie de sa matinée avec sa vieille amie, Madame Witherby, qui habitait une étroite maisonnette en briques juste après la place du village et avait une vue directe sur le jardin arrière du presbytère. « Ils n'ont pas arrêté de faire des allers-retours toute la journée, ma chère, » dit Madame Witherby avec délectation, en versant un peu de lait dans le thé de Mademoiselle Marple. « 2 policiers et ce type du comté. Ils fixent les parterres de fleurs comme s'ils allaient trouver une confession gravée dans les géraniums. » Miss Marple rit doucement. « Et vous, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Madame Witherby, qui avait un jour déjoué un cambriolage en remarquant la disparition d'un chausse-pied, se pencha en avant, confidentiellement. « Hier soir, vers 18h30 sans doute, j'ai vu quelqu'un près du portail arrière, celui qui mène à l'allée derrière le presbytère. Juste une ombre, remarquez. Mais ils se sont déplacés rapidement comme s'ils ne voulaient pas être vus. Est-ce que ça aurait pu être l'un des gendarmes sans uniforme? Et trop furtifs. Ils ne sont pas entrés dans la maison, du moins pas par là. Ils ont disparu dans la haie. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « J'imagine que la plupart des gens oublient combien il y a de vieux sentiers et de failles dans cette haie. Elle est négligée depuis des années. C'est vrai, » dit Madame Witherby, puis elle ajouta, « Vous pensez que ce n'était pas un accident? »« Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que lorsqu'un homme meurt sous les yeux de 50 personnes, serrant un gant qui ne lui appartient pas,
Nous devrions être très prudents avant d'accepter la réponse là, plus simple. Pendant ce temps, le sergent Donnelly était de plus en plus frustré. Dans son carnet bien rangé, les faits restaient d'une rareté exaspérante. Félix Carswell était mort subitement, en public, lors d'un récital au village. Il était pieds nus, débraillé, serrant contre lui un gant de cuir qui, comme on le découvrit plus tard, n'appartenait pas à lui mais à quelqu'un de nettement plus petit. L'autopsie était en cours, mais l'autopsie préliminaire n'a révélé aucun traumatisme visible, aucune substance étrangère dans l'estomac, ni aucune cause apparente de décès. Il se retrouva au Rose and Crown, où Carswell avait séjourné, dans la chambre numéro 3, une modeste chambre d'angle avec vue sur la verdure. L'aubergiste, M. Braithwaite, se montra heureux de coopérer, mais n'avait pas grand-chose à offrir. Il est rentré tard la veille au soir, se souvient Braithwaite. Il avait l'air perturbé. Il a parlé d'un plan qui n'allait pas. Je lui ai demandé s'il voulait dîner, mais il a répondu qu'il avait déjà mangé, même si on aurait dit que non. « A-t-il rencontré quelqu'un » demanda Donnelly. « Pas que j'ai vu, mais je ne surveille pas les escaliers toute la nuit. Il est peut-être ressorti. » Sur un coup de tête, Donnelly demanda à voir le registre des clients. Seulement 2 autres noms pour cette semaine, une bibliothécaire itinérante et une femme inscrite sous le nom de C. Liddell dans la chambre 5. Une rapide enquête révéla que Mademoiselle Liddell était partie tôt ce matin-là, sans laisser d'adresse de réexpédition. Pour Donnelly, cela suffisait à susciter la curiosité. Il se retourna au presbytère, où il fut accueilli par l'agent Lay tenant une petite enveloppe. « Ceci est arrivé par la poste du matin, monsieur. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un seul morceau de papier tapé à la machine. Certaines fleurs prospèrent à l'ombre, d'autres y pourrissent. » Donnelly fronça les sourcils. « Est-ce un message? Une menace? Un poème? »« C'est un village, » dit Lay sèchement. « Ça pourrait être les 3. » À la même heure, Miss Marple se sentit de nouveau attirée vers le presbytère. Officiellement, elle apportait un pot de confiture de coin à la femme du pasteur. Officieusement, elle avait remarqué plus tôt que le jardin latéral avait été négligé par les agents, sans doute parce qu'il ne contenait rien d'intéressant, un banc tordu, un pommier noueux et un abri qui abritait autrefois les jeux de plein air des enfants de l'école du dimanche. Mais Miss Marple n'a jamais était du genre à manifester un intérêt évident, tandis que Madame Greaves, l'épouse du vicaire, bavardait sur le dernier scandale du groupe de broderie. Agatha Smith accusée d'avoir copié le modèle d'échantillon de quelqu'un d'autre. Vous imaginez? Mademoiselle Marple s'excusa poliment pour prendre un moment dans le jardin. Elle marcha lentement, sa canne tapotant doucement le chemin de pierre jusqu'à atteindre le coin du fond. Le hangar, comme prévu, était poussiéreux, la porte entr'ouverte. À l'intérieur, des outils rouillés pendaient, soigneusement désuets, et quelques bâches décolorées étaient de plier dans un coin. Mais ce qui a attiré l'attention de Miss Marple n'était pas à l'intérieur, mais derrière. À l'arrière du hangar, là où la haie rejoignait le muret du jardin, se trouvait une étroite parcelle de terre récemment remuée. Elle se pencha prudemment et remarqua les légères marques du talon de quelqu'un. Un seul pied, un homme courant pieds nus peut-être. Elle porta son attention sur le mur lui-même. Il ne mesurait pas plus d'1,20 m de haut, ce qui était facile à escalader même à la hâte, mais une liane épineuse avait poussé le long de celui-ci, serpentant le long de la pierre. Quiconque l'aurait franchi aurait probablement accroché quelque chose. Effectivement, coincé dans une branche basse se trouvait un lambeau de tissu sombre. Elle prit son mouchoir et le ramassa délicatement. De retour à sa chaumière, elle examinerait plus tard le fragment sous sa petite lampe de bureau et remarquerait 3 choses. Il était d'excellente qualité, de la laine finement tissée, il était déchiré de biais, suggérant qu'il avait été attrapé alors que quelqu'un reculait, et non qu'il avançait. Et il était teint d'un bleu marine particulièrement profond. Miss Marple resta assise sur le banc un moment encore, puis se releva avec un léger soupir. Elle n'avait pas encore une image complète,
mais comme sur l'un de ces échantillons de broderie, les contours commençaient à prendre forme. Cet après-midi-là, un petit groupe de villageois s'était réuni au salon de thé du bureau de poste. C'était une réunion informelle, suscitée par le magnétisme naturel d'une suspicion partagée. « Je vous le dis, » dit M. Cuthbert en bombant le torse, « c'est cette veuve Farnham. Je ne lui ai jamais fait confiance. Quiconque porte des gants en été cache quelque chose. »« Oh, n'importe quoi !» s'exclama Madame Davenport. « C'est plutôt la nièce du pasteur, elle rôde depuis des jours posant des questions, et elle a une coupe de cheveux moderne. Elle a écrit des lettres, » ajouta Miss Rawlins obligeamment. « Bon, voilà qui est réglé, » murmura quelqu'un. « Seuls les criminels écrivent des lettres de nos jours. » Miss Marple, assise tranquillement près du mur du fond, une tasse de thé au lait à la main, souriait faiblement. Les vrais suspects, elle le savait, se disputaient rarement dans les salons de thé. Ils étaient bien trop prudents. C'est alors que la porte s'ouvrit et que le docteur Pendleton entra, enlevant son chapeau avec une expression grave. « L'autopsie est terminée, dit-il suffisamment fort pour faire taire les murmures de la foule. Arrêt cardiaque, soudain mais naturel, rien de suspect. La salle entière soupira, certains de soulagement, d'autres de déception. « Alors c'est tout ?» demanda Madame Withers. « Tout ce tapage pour rien ?» Le docteur Pendleton hésita. « Eh bien, la cause du décès était naturelle, oui, mais il y avait une anomalie. Ses ongles. Une pause. Ils étaient tous écorchés, comme s'il avait griffé quelque chose. De la terre, peut-être, ou quelque chose de rugueux. Personne n'a parlé. Miss Marple sirotait son thé, griffant, courant, un homme mourant de panique, un gant qui n'était pas le sien, et un bout de laine coincé dans une haie. Le cœur a peut-être lâché, mais quelque chose l'a fait lâcher. Quelque chose, ou quelqu'un. Et quelqu'un dans cette pièce, pensa-t-elle, avait regardé d'un peu trop près pendant que les nouvelles étaient lues à haute voix. Elle posa sa tasse de thé, croisa les mains et tourna son regard vers la fenêtre, où le bord de la véranda du presbytère scintillait faiblement sous le soleil du début d'après-midi, toujours calme, toujours scellé et gardant toujours ses secrets, pour l'instant. Le lendemain matin, le ciel était couvert, ce genre de ciel gris qui promettait une bruine à midi et décourageait toute activité aussi ambitieuse que le jardinage. À Lower Barton, un tel temps était à la fois une nuisance et un réconfort. Une excuse pour rester à l'intérieur, reporter les corvées, échanger des théories autour de longues tasses de thé. Mais pour Miss Marple, la lumière tamisée rendait ses promenades quotidiennes plus contemplatives, plus fructueuses. On parlait plus librement sous les nuages que sous le soleil. Cela semblait conférer au secret une plus grande sécurité. Elle se dirigea non pas vers les boutiques, mais vers le presbytère, une fois de plus. Non pas pour inspecter la véranda, même si ses portes verrouillées la tiraillaient encore comme un verre à moitié oublié, mais pour parler à quelqu'un qu'elle avait observé discrètement, mademoiselle Harriet Greaves, la nièce du pasteur. Harriet était arrivée au village 3 semaines auparavant, officiellement pour aider son oncle à tenir la comptabilité des activités paroissiales. Mais elle n'était pas du genre à s'intéresser aux reçus et au recueil de cantiques. Jeune femme mince, au regard perçant d'une 30aine d'années, Harriet possédait une intensité tranquille et une posture qui suggérait une vie citadine et non des chaumières en pierre. Elle portait plus souvent des pantalons que des jupes, et avait même été surprise en train de citer Nietzsche à un enfant de cœur désorienté. Miss Marple la trouva assise au petit bureau du vicaire, en train de fouiller dans ce qui semblait être un registre relié en cuir. « Oh, mademoiselle Marple !» dit Harriet surprise, avant de lui adresser un sourire poli. « Vous cherchez tonton ?»« Pas aujourd'hui, ma chère, » répondit chaleureusement Miss Marple. « Je suis venue vous poser des questions sur votre travail, les registres paroissiaux, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Harriet en désignant le volume ouvert. « C'est terriblement ennuyeux, j'en ai peur.
Surtout de vieilles inscriptions de dons et des notes de frais de jardinage. Des frais de jardinage? Le ton de Miss Marple exprimait une curiosité polie. Harriet hocha la tête. Il y a un compte pour entretien paysager qui remonte à près de 5 ans. La plupart sont assez banales. Outils, compost, remplacement d'un cadran solaire. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. 3 paiements ces 6 derniers mois, tous d'un montant inhabituellement élevé, et tous à M. Carswell. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement, mais son expression resta bienveillante. C'est curieux, le jardin du presbytère est charmant, certes, mais il paraît plutôt modeste pour une telle attention. Exactement, répondit Harriet. J'ai demandé à mon oncle, et il m'a dit que Carswell avait proposé de refaire la bordurette et la terrasse de la véranda. Il a dit que c'était un arrangement personnel, un projet d'héritage. Je crois que c'était ces mots. Miss Marple sourit. Le vicaire a un penchant pour l'embellissement, mais malgré tout, les projets de legs ont tendance à être annoncés, célébrés, pas cachés dans les livres de comptes. Harriet hésita, puis se pencha plus près, baissant la voix. Il y a autre chose. Au fond du tiroir, j'ai trouvé un reçu glissé dans un bulletin paroissial, daté d'il y a 2 semaines. Un retrait de 70 livres. Consultation privée, sans autre précision. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. C'est vraiment défroqué de sa part. Harriet rit doucement. C'est un homme bien, mon oncle. Mais je me demande si quelqu'un l'a poussé à faire quelque chose, ou s'il essayait de protéger quelqu'un. Miss Marple croisa ses mains gantées. Ma chère, quelqu'un d'autre s'est-il intéressé aux registres paroissiaux récemment? Harriet marqua une pause. Seulement Madame Farnham. Elle est venue la semaine dernière et a dit qu'elle recherchait l'agencement original du jardin pour un livre. Mais elle semblait plus curieuse au sujet de la serre. Miss Marple haussa les sourcils. A-t-elle expliqué pourquoi? Non. Je lui ai juste demandé s'il y avait des plans ou des croquis. Je lui ai dit que, s'il existait, encore quelque chose. Ce serait dans les archives de la sacristie, de vieilles notes d'architecture, etc. Miss Marple ne dit rien, mais elle rangea soigneusement cette information dans le placard de son esprit. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple rendit visite au gardien de la sacristie, M. Gidley, un homme voûté aux mèches blanches et qui avait tendance à parler comme s'il lisait les Écritures à voix haute. Il fut ravi de la voir et plus qu'heureux de lui montrer les cartons de vieux papiers paroissiaux, empilés avec le soin de quelqu'un qui se méfiait profondément du désordre. Ensemble, ils ont trié des documents défraîchis, des permis de jardinage de 1897, un projet de fontaine jamais réalisé, et enfin un dossier fragile intitulé « Travaux de la serre, 1904 ». À l'intérieur se trouvaient des croquis, des notes de structure et un curieux plan, qui montrait non seulement l'agencement de la serre, mais aussi une série d'aérations et de grilles de ventilation sous le plancher. Miss Marple traça une des lignes du doigt. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en désignant un petit rectangle sous le fond de la véranda. M. Gidley plissa les yeux. « Ah, ce devait être la grille à charbon. On la chauffait par en dessous avec un petit fourneau, plutôt moderne pour l'époque. Serait-il toujours accessible? J'en doute. La plupart étaient scellés, dangereux, voyez-vous. Mais Miss Marple avait déjà noté une chose dans sa tête. Un conduit d'aération, une chaudière, un espace possible sous le carrelage, un endroit où l'on pourrait ramper ou cacher quelque chose, ou peut-être être coincé. Entre-temps, la fascination du village pour l'affaire avait atteint des sommets. Le sergent Donnelly, à sa grande irritation, avait été abordé à 2 reprises dans la rue principale. Une fois par Madame Withers, qui lui avait fourni la liste complète des clients ayant acheté de la mort au rat le mois précédent, et une fois par M. Pratt, le boucher, qui avait affirmé avoir aperçu une silhouette ramper près de l'église mardi soir. Mais Donnelly commençait à sentir que le village lui-même était un labyrinthe,
chaque chemin menant à d'autres impasses, jusqu'à ce qu'une lettre arrive à la gare, postée anonymement, elle aussi tapée, à la machine. Cette fois, elle comportait une photocopie d'une écriture comptable, sous une grande transaction intitulée « Consultation spéciale en jardinage », se trouvaient les initiales C.F. Donnelly, s'interrogea sur la signature. C.F. aurait pu être la sténographie de Carswell, mais il se souvint d'autre chose. Sur le registre des clients de l'auberge, C. Liddell, le C pourrait-il signifier Christine? Charlotte? Ou Clara? Il a écrit le nom sur un bout de papier. Clara Farnham, la veuve. Ce soir-là, Miss Marple prit le thé avec le vicaire et sa nièce dans le salon. Le vicaire était distrait, ses mains tremblant légèrement, remuant sa tasse bien trop longtemps. Miss Marple attendit qu'Harriet soit sortie chercher du sucre avant de prendre la parole. « Révérend Greaves, dit-elle gentiment, je sais que cela doit être une période difficile pour vous. » Il leva les yeux, surpris. « Oui, c'est ça. Saviez-vous que M. Carswell travaillait pour Madame Farnham ainsi que pour vous-même ?» Le vicaire cligna des yeux. « J'avais entendu dire quelque chose dans ce sens. Elle avait mentionné vouloir restaurer une partie du domaine de son défunt mari. Et saviez-vous qu'elle s'est renseignée sur les plans de la véranda la semaine dernière ?» Sa tasse de thé s'immobilisa en plein vol. « Non, je ne l'ai pas fait. » Miss Marple se pencha en avant. « Parfois, révérend, quand les gens ont peur d'être démasqués, ils ne recherchent pas le pardon, mais le contrôle. » Au début, il sembla ne pas l'entendre. Puis il dit tout bas, « Tu crois que quelqu'un lui voulait du mal? Je pense que M. Carswell a peut-être découvert quelque chose qui devait rester caché. » À ce moment-là, Harriet réapparut, le sucrier à la main. Son regard passa rapidement de l'un à l'autre, sa bouche se crispant légèrement. Miss Marple se tourna vers elle. « Dites-moi, ma chère, quand vous avez trouvé le grand livre des dépenses du jardin, était-il déjà marqué des initiales C.F. » Harriet hésita. « Non, dit-elle finalement. Ils ont été ajoutés plus tard. Dactylographiés, séparément sur une feuille collée. » Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement. « Alors quelqu'un, dit-elle doucement, voulait que le lien soit trouvé, mais pas trop tôt. » Dehors, la bruine avait commencé à tomber, d'abord douce puis régulière, tombant sur les toits de Lower Barton et embuant les abords du jardin du presbytère. La véranda restait fermée, le cordon de police toujours tendu autour de ses poignets. Mais sous les tuiles, sous les rangées ordonnées de bégonias en pot et de lierre taillé, il restait quelque chose que Carswell avait vu, ou entendu, ou porté, et quelque part dans le village, quelqu'un d'autre attendait, calmement, poliment, que la piste se refroidisse. Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas attendre. Il pleuvait, sans interruption toute la nuit, un léger claquement incessant sur les toits et les fenêtres de Lower Barton, étouffant le bruit et ternissant tout ce qu'il touchait. Au matin, le village était recouvert d'un voile vaporeux de brume. La pluie ruisselait des haies au rythme du tic-tac des horloges de parquet derrière les rideaux du salon, et dans le silence qui suivit, l'énergie de la ville se transforma à nouveau, délaissant les ragots pour une attente plus pesante. Au cottage de Miss Marple, le feu était allumé tôt et doucement. Elle était assise, son châle sur les épaules et un carnet ouvert sur les genoux, non pour écrire mais pour dessiner. Elle n'était pas une artiste naturelle, mais elle savait agencer les formes avec brio. Un carré pour représenter la serre, un chemin en pointillé partant du mur du jardin, un cercle où Félix Carswell s'était effondré. Des lignes, des angles, de la proximité. Et au centre de tout cela, cet étrange gant mal placé. Ce n'était pas le gant en lui-même qui la troublait, mais son intentionnalité. Un homme en détresse ne s'arrête pas pour attraper un gant trop petit pour sa main, et encore moins pour le porter jusqu'à son dernier souffle. Non, ce gant était planté, non par caprice, mais avec un but précis. La pensée persistait. À 10 heures précises, Miss Marple s'aventura dehors, ses bottes bien ajustées et son parapluie bien fixé.
Elle se dirigea vers le presbytère, mais pas directement. Elle emprunta plutôt le sentier latéral qui menait au jardin et où la terre était devenue épaisse et sombre sous la pluie, et où les dalles étaient recouvertes de mousse. Le vieux banc près du pommier était toujours là, et au-delà, le hangar. Elle inspecta de nouveau le mur, remarquant comment la pluie avait ramolli la terre. L'empreinte du talon de la veille avait presque disparu, floue et retombant dans l'informe. La nature, pensa-t-elle, était très douée pour dissimuler ce que l'homme tentait de révéler. Elle suivit la courbe du chemin de pierre vers la véranda, son parapluie baissé. À première vue, rien n'avait changé. La porte était restée verrouillée. La ficelle du jardin, fine et bleue effilochée, la traversait toujours, son modeste panneau de police flottant mollement sous la bruine. Mais en s'approchant, elle remarqua quelque chose de nouveau. Boue, une trace faible mais indéniable, sur le bord du seuil. Et plus encore, une éraflure juste à l'intérieur, là où quelqu'un avait marché avec une lourde botte. Pas pieds nus, pas accidentel. Quelqu'un était entré dans la véranda après le décès, quelqu'un avec des clés. Miss Marple sortit un mouchoir et souleva délicatement le bord de la porte de la véranda. Elle était verrouillée de l'extérieur, comme prévu. Mais la boue à l'intérieur de la vitre racontait une toute autre histoire. Des clés, murmura-t-elle pour elle-même, ou la connaissance d'une seconde entrée. Elle n'entra pas. Au lieu de cela, elle retourna vers le presbytère, son esprit tic-tacant doucement comme la petite horloge de voyage de son salon, stable, démodée, mais toujours précise. Le sergent Donnelly n'était pas content de la voir. Il se tenait dans le bureau du vicaire, feuilletant les croquis de la véranda récupérés aux archives de la sacristie. Son manteau était encore humide de la promenade, et son humeur s'était apaisée d'heure en heure. « Mademoiselle Marple », la salua-t-il d'un hochement de tête, « vous avez le don d'arriver juste avant que je doive poser d'autres questions. Alors, vous me permettrez peut-être une suggestion, répondit-elle doucement en retirant ses gants. Vous devriez demander qui a la clé de la véranda. Il haussa un sourcil. On l'a déjà fait. Le vicaire, sa gouvernante et le jardinier. Personne d'autre. Personne d'autre officiellement, dit Miss Marple en s'approchant du bureau. Mais quelqu'un d'autre est entré. Il y a de nouvelles traces sur le sol, et la véranda n'est fermée que de l'extérieur. Donnelly expira. Tu crois que quelqu'un est entré par le sol? Je pense, dit-elle délicatement, que vous trouverez la vieille grille du four sous le coin le plus éloigné, encore ouvrable. Ou du moins, elle l'était, jusqu'à très récemment. Et quelqu'un y était hier soir, après le début de la pluie. Il la fixa pendant un long moment, puis jura doucement et fit signe à l'agent Lay de le suivre. Pendant que la police revenait inspecter le sol de la véranda, Miss Marple rendait une visite discrète à Madame Farnham. La veuve ne s'attendait pas à elle. Elle ouvrit la porte vêtue d'une robe de soie et l'air surpris. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'une voix calme mais posée. « Entrez, s'il vous plaît. Je ne resterai pas longtemps, » dit Jane aimablement. « Je voulais juste te poser une question sur ce que tu as dit la semaine dernière, à propos des rosiers grimpants. » Les sourcils de Madame Farnham se froncèrent légèrement. « Et eux ? Vous avez mentionné vouloir des conseils de M. Carswell, concernant le positionnement et le palissage, je crois. Oui, c'est vrai. Je voulais qu'on les déplace. Les anciens s'en mêlaient. Mais les roses sont toujours là, dit Miss Marple avec un léger sourire. On ne les a pas touchées. Le regard de Madame Farnham vacilla. Je n'avais pas encore confirmé le changement. Miss Marple hocha lentement la tête. C'est étrange, cependant, que vous l'ayez retrouvé quelques jours avant sa mort, alors que vous le connaissiez depuis longtemps. Madame Farnham ne dit rien. Ses lèvres étaient pincées, mais ses mains, délicates, pâles, de celles qui ne touchaient jamais la terre, tremblaient légèrement à ses côtés. « J'imagine, » dit doucement Miss Marple, « que M. Carswell savait quelque chose qu'il ignorait. Quelque chose sur le passé du conservatoire, ou le vôtre. » Madame Farnham prit une inspiration brusque. « Vous n'avez pas le droit... Je ne porte aucune accusation, » dit Miss Marple en se levant.
juste des observations. On apprend beaucoup, voyez-vous, en écoutant. Elle laissa la veuve debout sur le pas de sa porte, silencieuse et raide comme une statue, regardant la pluie brouiller le jardin au-delà. De retour à la véranda, le sergent Donnelly s'accroupit près du carrelage du fond. L'agent Lake avait soulevé la grille métallique de la ventilation au sol avec difficulté. En dessous se trouvait une pièce étroite, sombre, moisie et creuse. « Quelqu'un aurait-il pu se cacher là-dessous » demanda Lake. « Où cacher ?»« Quelque chose » marmonna Donnelly. Il plongea sa main gantée dans la cavité, tâtant les fissures. Au bout d'un moment, il en sortit quelque chose, un paquet de toiles, ficelé. Humide mais intact, il l'a déballé avec précaution. À l'intérieur, une chemise en papier kraft contenant plusieurs feuilles de papier calque, chacune esquissée avec des plans détaillés du sol et de la structure de la véranda. D'autres dessins suivaient, des plans de jardinage, des annotations. Et tout en bas, une lettre tapée. « Tu avais raison, le mur a été altéré, le registre a été falsifié, et elle m'a payé pour que je garde le silence. Mais je veux partir. Je ne peux pas me taire si le vicaire est impliqué. S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un accident. » Ce n'était pas signé. Donnelly se leva lentement. « Elle, dit-il à voix haute, elle m'a payé pour me taire. » Il leva les yeux vers Leigh. « Allez chercher Madame Farnham, discrètement, et amenez Mademoiselle Marple. » Lorsque le message lui parvint, Miss Marple avait déjà enfilé son deuxième chapeau préféré et préparait le thé. Elle accepta la convocation, sans surprise, et arriva au presbytère alors que la pluie commençait à se transformer en brume. Dans la véranda, le carrelage était encore humide à l'endroit où le colis avait été retrouvé. La pièce était chargée d'une odeur de pierre humide et de jacinthe. « Quelqu'un a utilisé cet espace, » dit Donnelly en entrant, « pour cacher des papiers, des lettres, des preuves. » Elle jeta un coup d'œil à la grille. Et il pensait, probablement que personne ne penserait à y regarder. Les vieux recoins sont de très bonnes cachettes, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Il lui a remis la note dactylographiée. Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le remit dans le dossier. « Je pense, dit-elle doucement, que nous devons nous demander non pas qui voulait faire taire M. Carswell, mais pourquoi il a décidé finalement de parler. » Et tandis que la cloche du presbytère sonnait midi, son carillon résonnant à travers le village brumeux, une décision silencieuse s'imposa à elle. Les pièces étaient presque alignées, pas tout à fait en place, mais suffisamment proches pour qu'elle puisse distinguer leur forme dans le brouillard. Quelqu'un avait menti, quelqu'un a paniqué, et quelqu'un était entré dans la véranda après la mort de l'homme, non pas pour tuer, mais pour nettoyer. Elle attendrait encore un peu. Regarder, écouter, laisser tomber le masque, parce qu'elle savait que le prochain mouvement serait bientôt fait, et elle serait prête. Le lendemain matin, Lower Barton connut une étrange accalmie. La pluie avait cessé, mais le ciel restait obstinément noir d'étain et les rues étaient humides du temps de la veille. C'était le genre de journée où le village s'arrêtait, non pas par peur ou par chagrin, mais par incertitude. Quelque chose avait changé. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite, chacun du laitier à la gouvernante du vicaire comprenait que la mort de Félix Carswell n'était plus considérée comme un simple accident. Au bureau de Diziens, poste du village, Mademoiselle Rawlins, qui se targuait d'être au courant des derniers développements, quelle que soit leur exactitude, informa un groupe de clients que la police avait trouvé un corps dans le tunnel du jardin. À midi, l'histoire était devenue celle d'un deuxième meurtre dans la crypte sous la véranda. Miss Marple, quant à elle, restait calme. Elle avait appris depuis longtemps que si le village bavardait, il révélait aussi des choses que les gens disaient en passant, des choses dont on ignorait qu'elles étaient des confessions. Elle arriva au salon de thé Gresham peu après 11 heures, un endroit où la conversation était plus fluide que pour le Earl Grey, surtout si l'on commandait des tranches d'amandes. Le salon de thé était devenu une sorte de zone neutre ces derniers jours, un endroit où personne ne parlait trop fort de la mort,
mais où tout le monde rôdait autour du sujet comme des abeilles autour d'un pot de confiture. Elle prit place. Près de la fenêtre, salua quelques connaissances et fut bientôt rejointe par une apparente coïncidence par Miss Lydia Greaves, la sœur aînée du vicaire. « Ma chère Miss Marple », dit Lydia avec un soupir dramatique, en s'asseyant, « ce village commence à ressembler à un roman policier bon marché. Espérons que cela ne se terminera pas de la même façon, » répondit doucement Miss Marple. Lydia pinça les lèvres. « Je suppose que tu as entendu parler des papiers, ceux qu'ils ont trouvés sous le plancher. » « Oui. » Lydia remua son thé un instant de plus que nécessaire. « Mon frère est hors de lui. Harriet refuse de lui dire ce qu'il y avait dans la lettre. »« Oh, elle l'a vu, j'en suis sûre. Je l'ai vue dans le bureau hier soir avec le sergent Donnelly. Ils n'ont rien dit, mais elle était pâle. » Miss Marple hocha la tête, remarquant le détail. « C'est très perturbant, bien sûr. Se retrouver inopinément empêtré. » Lydia hésita. « Tu ne penses pas que mon frère... »« Non, » répondit Miss Marple d'une voix ferme mais calme. « Je ne le pense pas. » Lydia semblait soulagée mais pas entièrement réconfortée. « Tant mieux, parce qu'il peut être distrait, certes, et beaucoup trop confiant, mais ce n'est pas un criminel. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais il a peut-être été utilisé. » Cet après-midi-là, le sergent Donnelly, assis derrière un bureau dans le modeste bureau du commissariat, revoyait le dossier. Plus il le parcourait, plus il soulevait de questions. Pourquoi Carswell avait-il écrit cette lettre? Pourquoi maintenant? Et pourquoi la cacher? La formulation le dérangeait. S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un accident. Ce n'était pas de la peur, c'était de la certitude, et les initiales, CF, dans le registre paroissial. Tout le monde pensait qu'elle représentait Clara Farnham, mais Donnelly commençait à se demander si cela aussi n'était pas une invention. Les initiales correspondaient trop. Facilement. Une supercherie peut-être. Il a écrit une note pour lui-même. Qui d'autre a un motif pour la piéger? Il tapota distraitement son stylo sur le bureau. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et trouva une lettre glissée sous sa porte. Une simple enveloppe, sans timbre, avec une adresse dactylographiée. À l'intérieur, une simple feuille. Il n'était pas censé mourir, mais il a forcé la vérité, et quelqu'un a paniqué. Il n'y avait aucune signature, aucune marque d'identification. Elle plaça la note à côté de la précédente. Un papier différent, la même police. Une autre personne, peut-être, ou le même auteur, essayant de brouiller les pistes. Elle s'assit dans son fauteuil et ferma les yeux. Carswell savait quelque chose. Quelqu'un l'avait payé, quelqu'un avait visité le conservatoire après le récital, quelqu'un avait planté un gant, et quelqu'un, peut-être pas la même personne, essayait d'orienter l'enquête dans une direction particulière. Elle se leva et traversa la pièce jusqu'à la bibliothèque, d'où elle sortit un petit volume d'histoire locale, compilé par le Cercle des femmes 20 ans auparavant. Elle y ouvrit la page consacrée à la véranda du presbytère. Une entrée élogieuse décrivant sa construction, sa bienfaitrice, une certaine Laetitia Greaves, la grand-tante du pasteur, et son système de chauffage unique. Puis elle examina la page suivante. Un croquis de l'aménagement du jardin du presbytère vers 1912. Les yeux de Miss Marple s'arrêtèrent sur une curieuse annotation dans la marge, probablement griffonnée lors d'une réunion de comité oubliée depuis longtemps. Mur nord modifié en 1938, voir RF concernant la tranchée. Elle fronça les sourcils. RF? Un nom, peut-être quelqu'un qui avait travaillé sur la propriété pendant la guerre. Elle ferma le livre et le posa soigneusement sur la table. Il y avait quelqu'un à qui elle n'avait pas encore parlé. Monsieur Horace Tilling, l'arpenteur à la retraite du village, un peu dur d'oreille maintenant, mais toujours aussi vif d'esprit lorsqu'il s'agissait de ses propres archives. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit au cottage de M. Tilling. Le vieil homme l'accueillit chaleureusement et l'introduisit avec l'enthousiasme de quelqu'un qu'on fréquente rarement. « Des tranchées? Le mur nord? Oh oui, je m'en souviens.
dit-il en se dirigeant vers une armoire et en sortant un dossier abîmé contenant des plans flous. Ils avaient besoin de réacheminer quelque chose, des tuyaux, je crois, mais ils ont trouvé quelque chose d'étrange sous la véranda. Miss Marple haussa les sourcils. Étrange, oui. Une boîte scellée, enfouie profondément. Je n'étais pas là quand ils l'ont ouverte, mais le contremaître a dit que ça ressemblait à de vieux papiers, des lettres, des actes, peut-être même des obligations. Mais l'évêque est intervenu. Il est venu en personne. Il leur a demandé de la resceller. Il a dit que c'était une question de discrétion ecclésiastique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Encore enterré. Je crois qu'il est toujours là-dessous. Miss Marple expira doucement. Et qui était le secrétaire de l'évêque à l'époque? Tilling sourit. Jeune femme très intelligente. Un peu maligne cependant. Elle a épousé un veuf du Hampshire. Elle s'appelait Farnham, je crois. Miss Marple resta assise, très immobile. Pas Clara, la belle-sœur de Clara, un Greaves de naissance. De retour au presbytère, Harriet. Greaves était dans le bureau, parcourant une nouvelle pile de documents. Elle avait pris l'habitude de travailler à des heures irrégulières. Le vicaire inquiet resta silencieux. Harriet était après tout d'une grande aide, et sa présence lui permettait de se concentrer sur ses paroissiens pendant une semaine difficile. Mais Harriet ne se concentrait pas sur les reçus, elle cherchait. La dernière lettre, le mot original que Carswell lui avait montré. Elle n'y avait jeté qu'un coup d'œil avant qu'il ne le lui prenne. Elle savait ce que cela impliquait. Elle savait ce que cela signifiait si quelqu'un d'autre le trouvait. Sa main tremblait lorsqu'elle tourna la page suivante du tiroir et la trouva, froissée, tachée, mais indubitablement celle qu'elle avait vue. Il ne portait qu'une seule phrase, écrite à la main, à l'encre d'un stylo-plume. Le secret de Laetitia n'est plus enterré. Elle le brûla ce soir-là dans l'âtre, doucement, les mains tremblantes. De l'autre côté de la rue, Miss Marple se tenait à sa fenêtre, regardant la faible fumée s'élever de la cheminée du bureau du presbytère. Elle n'avait pas besoin de voir ce qui brûlait, elle le savait déjà. Il y avait toujours eu 2 étages à Lower Barton, un au-dessus du sol et un en dessous, et le moment de déterrer le second approchait. Pendant le reste de la semaine, le village retint son souffle. L'air chargé du parfum de l'herbe humide et des lilas trop mûrs semblait se presser contre les fenêtres des cottages de Lower Barton comme une question inquiète à laquelle personne ne voulait répondre. Les conversations se firent plus discrètes, et des salutations familières furent échangées avec la prudence lasse de ceux qui se demandaient s'ils parlaient à des témoins ou à des suspects. Même les cloches de Saint-Édouard semblaient plus solennelles que d'habitude, leur carillon rappelant désormais le tic-tac d'une horloge. Au cœur de tout cela se trouvait la véranda, un lieu autrefois synonyme de chaleur et de culture, désormais enveloppé d'un profond malaise. Elle était restée verrouillée, la porte intacte depuis la découverte de la grille cachée et du paquet scellé de croquis et d'avertissements. Bien que personne ne l'ait officiellement annoncé, la pièce était devenue un symbole. De quoi? Personne ne pouvait le dire avec précision. Le sergent Donnelly avait depuis pris l'habitude de conserver ses notes d'enquête à portée de main, les consultant dans le bureau du presbytère lors de longs après-midi pluvieux et silencieux. La découverte des archives des tranchées, l'héritage de Laetitia Greaves et l'hypothèse que quelque chose avait été autrefois enfoui sous la véranda, scellé et oublié depuis longtemps, l'avaient perturbé bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Il fixa le croquis que Miss Marple avait trouvé dans l'histoire de la paroisse, le mur nord, la notation marquée et le mystérieux RF. Tout cela indiquait un secret caché. Mais quel genre de secret, enfoui depuis plus de 80 ans, pouvait encore avoir le pouvoir de tuer? Il fut interrompu par un coup frappé. Harriet Greaves se tenait sur le seuil, un plateau de thé à la main. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de chaud, dit-elle. Il fait à nouveau froid. »
Il accepta la coupe d'un hochement de tête. « Mademoiselle Greaves, commença-t-il, avez-vous déjà trouvé des lettres ou des papiers, datant de l'époque de votre grand-tante, qui pourraient expliquer la disposition originale de la véranda ?» Harriet marqua une pause. « Non, rien d'important, juste de vieilles notes de jardinage. Pourquoi poses-tu cette question ? Il y a une théorie, dit-il prudemment, selon laquelle quelque chose aurait été enterré en dessous lors d'une rénovation dans les années 1930. Peut-être scellé. Nous pensons que Félix Carswell a peut-être découvert ce secret, ou du moins menacé de le faire. Son expression restait posée, mais sa voix se crispa. Ça a l'air plutôt dramatique. Donnelly prit une longue gorgée. C'est pareil pour un homme qui meurt devant une salle pleine de témoins. Elle n'ajouta rien, et il n'insista pas. Mais après son départ, il nota une observation discrète. Harriet en sait plus qu'elle ne le dit. Mais est-ce de la protection ou de la peur? Le même jour, Miss Marple se rendit à l'improviste au cottage de Clara Farnham. Après tout, elle était restée en marge du mystère depuis le début, présente au récital, liée à Félix par d'anciennes commandes d'aménagement paysager, et particulièrement curieuse de la structure du conservatoire. Clara ouvrit la porte d'un air calme et l'invita à entrer sans hésitation. Le salon sentait légèrement la cire à la lavande et le papier usé. « J'ai eu l'étrange impression ces derniers temps, » dit Clara en versant le thé, « que le village se retourne contre lui à cause d'un homme qu'aucun de nous ne connaissait vraiment. Parfois, répondit doucement Miss Marple, ce n'est pas l'homme qui cause les ennuis, c'est ce sur quoi il tombe. » Clara eut un léger sourire. « Et tu crois que j'ai trébuché aussi ? Je pense, dit Miss Marple en acceptant une tasse de thé, que Félix Carswell a peut-être réveillé quelque chose qu'il avait délibérément laissé derrière lui. Et vous, Madame Farnham, êtes l'une des rares personnes encore liées à ce passé. » Il y eut une longue pause. « J'étais mariée à Gerald Farnham, dit finalement Clara. Il était bien plus âgé que moi. C'était un homme de principe et de secret. À son décès, j'ai fouillé dans ses papiers et n'ai trouvé que des reçus fiscaux et des plans de jardinage. Mais il y avait une lettre adressée à un certain L.G. Pas d'enveloppe, pas de contexte, juste une ligne qui disait « C'est fait, le registre est caché, elle n'a pas besoin de le savoir. » « L.G. » répéta Miss Marple. « Laetitia Greaves. » Clara hocha la tête. « Je n'ai jamais su ce que signifiait cette lettre. Gérald n'a jamais parlé de Laetitia, sauf pour dire qu'elle était une femme formidable et que le conservatoire avait fait sa fierté. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une liaison amoureuse ou d'un arrangement financier. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, vous n'avez jamais détruit la lettre. Non. Clara la regarda dans les yeux, parce que ça ne ressemblait pas à une conclusion. C'était plutôt un avertissement. Miss Marple hocha la tête, et sa voix ne trahissait que de la gentillesse. « Puis-je le voir ?» Clara hésita un instant avant de se lever et de disparaître dans l'arrière-boutique. Elle revint avec un bout de papier plié, glissé dans un exemplaire de l'Almanach des jardiniers. 1937, Miss Marple l'a lu 2 fois. L'écriture était indéniablement celle d'un homme d'âge mûr, forte, ancrée. Et sous la ligne citée par Clara, une autre. « Mais si jamais elle te le demande, dis-lui que ce n'était pas une question d'argent. » Miss Marple plia le mot et le rendit. « C'est peut-être plus important que vous ne le pensez. » Ce soir-là, le village fut secoué par une subtile perturbation. Un bruit de sabots sur les pavés, une lanterne vacillant dans l'allée de l'église. Et puis, une voix inattendue. Le colonel R. Greaves, récemment revenu d'une visite à sa sœur à Winchester, est arrivé au pub avec une histoire sur les lèvres et un dossier dans la poche de son manteau. Entre 2 pintes et un certain scepticisme, il déclara que durant ses années au conseil paroissial, on lui avait demandé d'approuver la fermeture discrète d'un compartiment latéral sous la véranda du presbytère. C'était très secret, même à l'époque, dit-il, s'échauffant à son récit. On nous avait dit que c'était une pourriture structurelle
Il s'est avéré que c'était une chambre fermée à clé, mur de pierre, vieille charnière. On aurait dit une crypte, à mon avis. Mais personne n'en a parlé depuis. Et pourquoi pas? Demanda M. Cuthbert, toujours avide de macabre. Parce que l'évêque est intervenu, répondit le colonel, reprenant les propos de M. Tilling. Il a dit que la chambre détenait des archives ecclésiastiques, c'est tout. Mais Miss Marple, qui était arrivée discrètement et avait pris place près du foyer, prit alors la parole. Les disques sont rarement enfermés dans des compartiments souterrains, dit-elle doucement. Le colonel la regarda. Tout à fait. Tâtre dans la nuit. Miss Marple revit ses notes, la main gantée, le registre altéré, l'histoire enfouie du conservatoire, l'effondrement fatal de Félix Carswell. Elle a écrit 4 noms. Harriet Greaves, Clara Farnham, Révérend Greaves, Laetitia Greaves et, puis avec un crayon, elle en a entouré 2. Clara Farnham, Harriet Greaves. Clara, qui avait trouvé une lettre mais n'avait pas brûlé les ponts. Harriet qui avait accès aux archives du conservatoire et qui avait brûlé pas quelque chose. Miss Marple avait vu la fumée elle-même. Elle se souvenait du visage d'Harriet lors de leur dernière conversation. Calme, mais avec quelque chose derrière les yeux. Non pas de la culpabilité, mais de la pression. Celle qui venait du fait de garder une vérité qui ne lui appartenait pas. Et puis elle se souvint du détail le plus révélateur. La laine bleue accrochée à la haie du jardin, un tissu noble, pas celui du manteau de Félix, ni celui de la garde-robe de Clara. Harriet portait du bleu marine. Miss Marple regarda par sa fenêtre, d'où le jardin du presbytère se dessinait à peine sous le clair de lune, formant un pâle relief. La véranda, silencieuse et immobile, se profilait comme un souvenir qui refusait de s'effacer. Elle connaissait désormais la forme du secret, pas les détails, pas tout à fait, mais la forme. Et il ne resterait pas enterré très longtemps. Le lendemain commença sous un soleil hésitant, celui qui filtrait à travers les nuages, non pas par défi mais par excuse. Lower Barton émergea à peine de son brouillard, comme rappelé que le rythme ordinaire de la vie avait encore besoin d'être entretenu. Les boulangers rouvrirent leurs volets. Les enfants firent leurs courses avec leur porte-monnaie humide, et dans le cimetière, le merle reprit son poste au sommet de la croix de pierre, près de la haie du presbytère. Miss Marple passa la matinée à préparer tranquillement ses notes. Au fil des ans, elle avait développé une méthode, non pas pour organiser les preuves, car elle avait rarement accès à des documents officiels, mais pour suivre les comportements. Des colonnes pour les noms, une pour les contradictions, une autre pour les remarques apparemment anodines restées trop longtemps dans sa mémoire. Et maintenant, plus que jamais, il y avait des divergences qui refusaient de s'apaiser. Harriet Greaves avait insisté sur le fait qu'elle n'avait trouvé aucune lettre personnelle dans le bureau du vicaire. Pourtant, elle avait brûlé quelque chose. Clara Farnham avait conservé une lettre pendant des années sans la comprendre pleinement. Pourtant, elle avait demandé des plans architecturaux quelques jours seulement avant le récital, et la véranda elle-même était devenue l'œil du cyclone, autrefois un espace de paix et de lumière filtré par le verre, maintenant un coffre-fort, scellé de questions sans réponse. À 10 heures précises, Miss Marple entendit frapper à la porte. C'était le sergent Donnelly, moins vif que d'habitude. Ses épaules portaient bien plus que de la paperasse. « Mademoiselle Marple, dit-il, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose d'inhabituel. » Elle le fit entrer, posa une deuxième tasse de thé sur la table sans faire de commentaire et attendit. Il ouvrit sa sacoche et en sortit un petit coffre-fort en fer blanc, vieilli et abîmé, mais intact. « Nous avons reçu une lettre ce matin, dit-il. Anonyme, toujours. Elle disait que nous trouverions cette boîte cachée derrière le vieux prie-dieu de la sacristie, sous un coussin de chair désaffecté. Et elle était là. Et la clé, également dans l'enveloppe, avec une seule phrase. Parfois, ce qui est enfoui n'est pas le secret,
mais la honte qui l'a maintenue enfouie. Miss Marple prit la boîte dans ses mains. Elle était froide, mais pas lourde. Elle tourna la clé avec un léger clic. Le couvercle grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, sous un tissu plié, se trouvait un paquet de lettres attachées avec de la ficelle, une photographie décolorée et un mince volume relié en cuir pas plus grand qu'un journal. Miss Marple prit la photo en premier. Elle montrait 2 femmes assises sur un banc, l'une en dentelle sombre et chapeau à large bord, l'autre plus jeune avec les traits familiers de Greaves, le visage à moitié détourné. Au dos, une note d'une écriture délicate. L. Greaves et M. 1921. Elle examina ensuite les lettres. Elles étaient adressées à Laetitia Greaves, Vicarage Lane, et signées Marjorie. Leur contenu était profondément personnel. Des pages remplies d'affection, de nostalgie, de références codées à des promenades nocturnes et à des chambres partagées à Cheltenham. Et enfin, une lettre qui tremblait au bord de la peur. Ils ne doivent pas trouver le registre. Je ne peux supporter cette honte. Je sais que vous avez dit que ce n'était qu'un arrangement, mais je crains ce que cela signifierait si quelqu'un apprenait la vérité sur notre partenariat. Pas seulement nos lettres, mais le contrat de propriété. Miss Marple ferma soigneusement la lettre. Une relation interdite, dit-elle doucement, et un accord de propriété conclu en catimini, caché peut-être dans ce registre de la véranda. Donnelly hocha la tête d'un air sombre, et quelqu'un, Carswell probablement, a trouvé la preuve de cet arrangement, ou du moins suffisamment pour reconstituer ce qui avait été occulté. Cela expliquerait ces paiements soudains, dit Miss Marple. Quelqu'un qui paie pour garder le passé secret. Mais la question est, a déclaré Donnelly, qui essaie de le révéler maintenant. Cet après-midi-là, Miss Marple fit une lente promenade le long du cimetière, s'arrêtant au bord de la véranda où les rosiers grimpants commençaient à montrer de nouveaux bourgeons. Elle remarqua le treillis, réparé quoique récent. Et au-delà, une femme se tenait parmi les arbustes, Harriet Greaves. Elle ne désherbait ni ne plantait, elle fixait simplement le sol, perdue dans ses pensées. Miss Marple s'approcha, silencieusement, comme elle le faisait si souvent, et se tint à ses côtés. « Le printemps arrive tard dans certains jardins, » dit-elle doucement. Harriet cligna des yeux, surprise. « Oh, mademoiselle Marple, je ne vous ai pas entendue. Tu avais beaucoup de choses en tête. » Le visage d'Harriet, toujours calme, changea légèrement. « Oui, plus que ce à quoi? Je m'attendais en arrivant. » Miss Marple croisa les mains. « Vous la connaissiez? Laetitia? Je n'étais qu'une enfant lorsqu'elle est morte, » dit Harriet. « Mais je me souviens des rumeurs. Elle était brillante, botaniste, disait-on, avant qu'il soit courant pour les femmes d'étudier ce genre de choses. Une figure complexe. » Miss Marple hocha la tête, et peut-être un peu trop moderne pour l'époque, même sa véranda était en avance sur son temps. Harriet hésita. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle soudain, au fond du placard, une page arrachée du registre original. « Je crois que mon oncle l'a cachée, ou peut-être que quelqu'un la lui a donnée. » Elle fouilla dans sa poche et le lui tendit. La page ne comportait qu'une seule ligne. Transfert à M. Ainsworth, 1/4 de titre de propriété du presbytère, détenu en fiducie conjointe avec L.G. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais son cœur battit une fois avec une reconnaissance silencieuse. Marjorie Ainsworth, l'autre femme sur la photo. « Tu ne l'as pas brûlée ?» dit Miss Marple. « Non, » répondit Harriet, « mais j'y ai pensé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'en ai assez de prétendre que les secrets sont plus dangereux que les vérités. » De retour à son cottage, Miss Marple déposa la photographie, les lettres et le fragment de registre près de sa tasse de thé. L'histoire devenait plus claire. 2 femmes, Laetitia et Marjorie, s'étaient entendues pour la copropriété d'une partie du domaine du presbytère, dissimulée dans les comptes d'aménagement paysager. Leur relation tacite mais profondément affectueuse avait été protégée par la tromperie et des documents scellés. Mais à un moment donné,
Le secret était devenu vulnérable. Le défunt mari de Clara Farnham l'avait-il découvert? Était-ce à cela que faisait référence la vieille lettre? Carswell faisait-il chanter quelqu'un, ou essayait-il simplement de faire ce qui était juste, et qui, finalement, avait suffisamment craint sa découverte pour l'émouvoir? Les pensées de Miss Marple revinrent au gant. Le plus infime détail, pourtant inexpliqué. S'il avait été conçu pour tromper, il avait fonctionné. S'il avait appartenu à une femme, il indiquait alors la voie à suivre, loin de la violence. Et si le gant était un signal, une façon d'identifier quelqu'un, elle revint à la lettre que Donnelly avait reçue. Il n'était pas censé mourir, mais il a imposé la vérité, et quelqu'un a paniqué. Paniqué, cela suggérait un accident, mais la chronologie restait floue. Et Miss Marple ne croyait pas aux coïncidences, surtout dans un village aussi complexe que Lower Barton. Ce soir-là, elle reçut un visiteur, Clara Farnham, enveloppée dans un manteau de voyage, se tenait à sa porte, les joues rouges et les yeux déterminés. « Je reviens de l'ancienne maison du pasteur, dit-elle. J'ai cherché le nom de Marjorie dans les archives foncières et j'ai trouvé son acte de succession. Elle n'a rien laissé à l'église, mais elle a laissé une lettre scellée à ne remettre qu'en cas de contestation des affaires de Laetitia Greaves. Elle n'a jamais été envoyée. Elle est toujours scellée. » Miss Marple prit l'enveloppe et sentit son poids fragile. « Tu veux l'ouvrir » demanda-t-elle. « Je n'en suis pas sûre, » admit Clara. « Mais je pensais que tu saurais peut-être quoi en faire. » Miss Marple sourit doucement. « Parfois, dit-elle, la vérité est comme une graine. Laissée trop longtemps dans l'ombre, elle meurt, ou devient quelque chose de complètement différent. » Et tandis que les lumières du village scintillaient une à une, à travers les ruelles et les haies, Miss Marple était assise tranquillement avec l'enveloppe sur ses genoux, ses pensées aussi précises que jamais. Le secret n'était plus enterré. Mais les conséquences de sa découverte ne faisaient que commencer. Ce soir-là, le vent tourna sur Lower Barton, balayant le village avec le doux et persistant soupir d'une force longtemps retenue. Les feuilles dansaient sur le chemin du cimetière. Les gouttières gargouillaient doucement. Et quelque part, au-delà des murs couverts de lierre du presbytère, l'odeur de la terre retournée se mêlait à un soupçon de fumée de bois. C'était le genre de nuit qui réveillait de vieux souvenirs, des souvenirs inexprimés. Dans les maisons silencieuses, derrière les rideaux tirés, les habitants les plus âgés du village observaient la lueur du feu vaciller avec une attention inhabituelle, comme si un non-dit avait commencé à surgir de la terre elle-même. Miss Marple était assise seule dans son salon, une petite lampe projetant son cercle doré sur l'enveloppe non ouverte posée sur la table devant elle. Le sceau était intact. L'écriture pâle, ornée visiblement d'une autre époque, l'indiquait simplement « à remettre uniquement en cas de contestation de la succession de Laetitia Greaves ». Une dernière sauvegarde, ou une supplication silencieuse venue d'au-delà du temps. Elle avait bien sûr hésité à l'ouvrir, mais Miss Marple avait toujours compris la différence entre être indiscret et témoigner. Elle n'était pas du genre à s'immiscer par curiosité. Pourtant, le moment était venu où le mystère n'appartenait plus au passé. Félix Carswell était mort non seulement en quête de vérité, mais à proximité. L'enveloppe, non ouverte, faisait partie de la piste. Elle la saisit de ses doigts délicats et, après une dernière inspiration, glissa un coupe-papier en eau sous le seau. Le papier à l'intérieur était impeccable, préservé par le temps et l'intention. À qui cela peut concerner, Laetitia et moi avons convenu, en pleine connaissance de cause et en accord, que l'acte de propriété d'une partie des terres du presbytère serait détenu en fiducie conjointe. Il s'agissait d'un accord privé mais non illicite. Le registre qui en rend compte a été caché non par honte mais par souci de protection. Le monde n'était pas tendre envers de telles unions en 1921. Si jamais je suis remis en question, je confirme la volonté de Laetitia. Et si cette lettre est lue, cela signifie que quelqu'un a remis en question ce qui était le nôtre.
Je demande que la décence guide ce que la loi ne peut pas faire. Marjorie Ainsworth. Miss Marple ferma lentement la lettre. Il n'y avait là aucun scandale. En vérité, pas vraiment, seulement un silence pris pour de la culpabilité et un secret pris pour un méfait. Et pourtant, cela avait suffi. Assez pour semer la panique. Assez peut-être pour tuer. Le lendemain matin, elle rendit la lettre à Clara Farnham, qui la reçut avec un hochement de tête discret et une longue et régulière inspiration. « Je m'en doutais, » dit Clara, non sans gentillesse. Il y avait toujours un sentiment, un non-dit, une tension dans la famille dès que le nom de Laetitia était évoqué. On ne se souvenait pas d'elle avec tendresse. « On ne se souvenait plus d'elle, » répondit Clara. « Mon mari a toujours dit qu'elle était excentrique, mais je me demande maintenant si ce n'était pas de la peur, déguisée en dédain. » Miss Marple, qui avait vu de nombreux masques à son époque, certains élaborés, d'autres si simples, qu'ils pouvaient à peine être qualifiés de déguisement, ne fit aucun commentaire. Clara continua. « Alors, Félix a trouvé les disques, ou est tombé dessus par hasard. » Miss Marple hocha la tête. Probablement au cours de ses travaux d'aménagement paysager, la grille du sol sous la véranda, son emplacement, les registres altérés, le nom, Ainsworth, dans de vieux documents. Il ne faudrait pas longtemps à un homme comme Félix pour soupçonner une fiducie cachée. Et ensuite, il a fait chanter quelqu'un? C'est une possibilité, mais je ne suis pas convaincu que ses motivations étaient ainsi mercantiles. Clara fronça les sourcils. Mais il a accepté le paiement. Ou peut-être, dit doucement Miss Marple, quelqu'un l'a proposé sans l'avoir sollicité, comme incitation, ou comme pot de vin. La distinction était importante. Plus tard dans la journée, le sergent Donnelly rendit visite au notaire du village, M. Ferris, un homme vif et chauve, portant des lunettes argentées et le genre de voix qui suggérait qu'il préférait les documents aux personnes. « Oui », confirma Ferris en feuilletant son index, « M. Carswell a bien demandé des informations sur les modifications de titres fonciers. Il est venu 2 semaines avant sa mort. Il a dit qu'on lui avait demandé de réaliser un plan de superposition du terrain du presbytère et qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait aucune restriction. A-t-il mentionné qui l'a embauché? Il était vague. Il a dit qu'il travaillait pour la famille. Je crois qu'il a dit l'ancienne affaire Greaves. Donnelly prenait des notes. A-t-il demandé autre chose? Ferris hésita. Il y a eu une question inhabituelle. Il a demandé si le Greaves Trust avait déjà été contesté en justice. Je lui ai répondu que non, à ma connaissance. Donnelly se pencha en avant. Et quelqu'un d'autre a posé des questions sur la fiducie récemment? C'est drôle que vous posiez cette question, dit Ferris. Mademoiselle Harriet Greaves est passée un jour ou 2 avant Carswell. Elle s'est renseignée sur le testament, original de Laetitia, et a demandé si des annexes avaient été enregistrées après 1935. Donnelly cligna des yeux. A-t-elle donné une raison? Elle a dit que c'était pour les archives paroissiales, mais elle semblait perturbée. Le sergent se leva lentement. Un autre fil se resserra. 2 personnes, liées non par la parenté mais par la curiosité, sondant la même vérité enfouie, et l'un d'eux était mort. À la tombée de la nuit, Harriet Greaves marchait seule au bord du jardin du presbytère. Ses bottes résonnaient doucement sur les pierres couvertes de mousse. Elle était restée silencieuse toute la journée, répondant aux questions de son oncle par monosyllabes, évitant le bureau où les plans de la véranda étaient encore ouverts sur le bureau. Elle n'entendit pas Miss Marple s'approcher jusqu'à ce que la femme plus âgée soit à côté d'elle. « C'est un moment agréable pour réfléchir, » dit doucement Jane. Harriet sursauta puis se ressaisit. « J'avais besoin d'air. Nous le faisons tous, » dit Miss Marple, « surtout lorsque le poids d'un nom de famille commence à peser plus lourd que son héritage. » Harriet ne répondit « Pas au début. » Mais ensuite, à la satisfaction silencieuse de Miss Marple, elle dit « Vous avez compris, n'est-ce pas ?»« Une partie, » répondit Miss Marple. « Suffisamment pour savoir que votre grand-tante protégeait quelqu'un et que quelqu'un d'autre s'efforçait de dissimuler cette protection. »
Harriet détourna le regard. « J'ai trouvé le registre, il y a des semaines, caché derrière un faux panneau dans le classeur de la sacristie. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait au début. Juste des inscriptions bizarres. Mais ensuite, Félix m'a posé des questions sur les superpositions d'actes. Il a parlé de propriété partagée. Et tu craignais qu'il ne le révèle. » Les mains d'Harriet se resserrèrent autour de son châle. « Je ne voulais pas qu'il meure. Je l'ai seulement averti d'arrêter de poser des questions, que la famille avait déjà payé pour ce secret. » Le regard de Miss Marple ne vacilla. « Passe. Que s'est-il passé après que vous l'ayez prévenu? »« Je lui ai donné le gant, » dit doucement Harriet. « Il était à moi. Il a dit qu'il avait besoin d'un symbole. Il appelait ça « une preuve sans preuve ». Il a dit qu'il pourrait le laisser près du registre s'il lui arrivait quelque chose. J'ai pensé qu'il dramatisait. Miss Marple prit une inspiration, et après le récital, je l'ai vu courir devant la tonnelle de rosiers. Il avait l'air effrayé, comme s'il avait vu quelque chose, ou quelqu'un. Tu n'as pas suivi. J'avais peur. La confession restait entre eux comme un linceul plié. Et le feu, dit doucement Miss Marple. La lettre que tu as brûlée. Harriet hocha la tête. Ce n'était pas de Laetitia, c'était de quelqu'un d'autre. Un avertissement. Il disait que si Félix préférait la décence au silence, alors le silence devait agir en premier. Je ne savais pas quoi faire. J'ai paniqué. Vous craignez ce qui arriverait si quelqu'un pensait que votre famille avait dissimulé quelque chose de honteux. Harriet la regarda les yeux exorbités mais sans broncher. Il n'y avait aucune honte, pas vraiment. Mais je savais comment ça serait perçu. La voix de Miss Marple était bienveillante. Parfois on hérite du silence comme d'autres héritent de bien. Mais le silence peut être une charge dangereuse. Il pèse plus lourd qu'on ne le pense. Harriet ne dit rien de plus. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et déposa la photo de Laetitia et Marjorie sur sa cheminée. La tempête, pressentait-elle, n'était pas encore terminée. Il restait encore des ombres à éclaircir, une en particulier, parce que quelqu'un avait suivi Félix Carswell, quelqu'un qui s'est déplacé dans le jardin avec un but précis, quelqu'un qui avait ouvert la porte de la véranda, non pas pour commettre un meurtre peut-être, mais pour faire taire un témoin gênant, et que quelqu'un n'avait pas encore parlé. Mais bientôt, il le ferait. Miss Marple croisa les mains, regarda dans le foyer silencieux et attendit. Le passé n'était plus enterré, mais le jugement ne faisait que commencer. Vendredi matin, la pluie avait complètement cessé, laissant Lower Barton resplendissant sous la lumière fragile d'un soleil printanier hésitant. Les portails des jardins s'ouvrirent avec un bruit sec. Les commerçants s'avancèrent sur leurs pas avec une joie renouvelée, et quelques fleurs précoces, jonquilles, jacinthes blanches, se dressaient courageusement au bord des massifs, fraîchement humides. Le village, en apparence, retrouvait son rythme, mais sous ce charme tranquille persistait la lourdeur indéniable d'une situation insoluble. La mort de Félix Carswell n'apportait plus la nouveauté des ragots, mais le poids d'une affaire inachevée. Ceux qui avaient d'abord parlé de poison ou de scandale évitaient désormais le sujet. Ils orientèrent plutôt la conversation vers la météo, la période d'agnelage ou les bazars paroissiaux. Mais leurs regards, jetés par-dessus leurs épaules, hésitant au coin des rues, trahissaient une inquiétude plus profonde. Le village savait d'instinct que toute l'histoire n'avait pas encore été révélée. Miss Marple, quant à elle, avait pris l'habitude de se promener plus fréquemment dans les allées bordant le domaine du presbytère. Non pas pour paraître intrusive ou vigilante, même si à sa manière elle était les deux, mais parce qu'elle avait toujours cru que les sentiers, tout comme les gens, étaient porteurs de souvenirs. Et c'est sur ces sentiers que Félix Carswell avait arpenté. C'est là que la peur l'avait envahi. Ce matin-là, elle s'arrêta de nouveau près de la véranda, son regard s'attardant sur les panneaux de verre qui reflétaient maintenant la lumière du soleil en douces ondulations. Le ruban de police avait disparu, mais la porte restait verrouillée. Miss Marple remarqua la faible trace d'une empreinte de pas encore accrochée à la marche de pierre, une forme à moitié effacée par la pluie.
Un homme était entré précipitamment, et quelqu'un était ressorti d'un pas prudent, et quelque part quelqu'un avait vu tout cela se dérouler. Elle continua jusqu'au presbytère, où elle avait été invitée à prendre une tasse de thé, en fin de matinée avec le révérend Greaves. La porte lui fut ouverte par Lydia Greaves, dont l'expression pincée s'adoucit dès qu'elle aperçut Miss Marple. « Jane, Dieu merci. Mon frère est hors de lui. »« Oh !» Miss Marple inclina légèrement la tête. Lydia la fit entrer. Le bureau s'est à nouveau verrouillé. Ou peut-être l'a-t-il verrouillé et oublié. Je l'ai trouvé ce matin dans un état lamentable. Il dit qu'il manque des papiers. Il parle d'un livre disparu. « Quel livre ?» demanda Miss Marple. Il n'a rien dit, mais j'ai senti une odeur d'allumette en descendant. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Il est à l'intérieur maintenant ?»« Non, il se repose. Je lui ai fait prendre le thé au salon. Harriet est partie faire une course et franchement, je suis soulagé. » Elle était agitée comme pas possible. Miss Marple se dirigea vers la porte du bureau. La poignée de laiton tourna d'un pouce puis s'enclencha. Verrouillée, en effet. Elle recula et se tourna vers Lydia. « Puis-je emprunter la bouilloire ?»« Un instant ?» demanda-t-elle. « La vapeur a le don de dissuader certaines serrures, et j'ai eu un certain succès avec des pièces en laiton plus anciennes. » En quelques minutes, Miss Marple avait disposé un bec fumant contre le bois. L'humidité s'accrochait au loquet, et d'un léger coup sec et d'une fine épingle à cheveux, le verrou céda avec un léger clic. Lydia le fixa du regard. « Je dois dire, Jane, que vos talents ne cessent de surprendre. L'âge fait souvent cela, » murmura Miss Marple en poussant la porte. Le bureau sentait vaguement le papier brûlé. Non pas le feu ouvert, mais l'allumette, frottée et la flamme rapidement étouffée, peut-être avant qu'elle ne s'en rende compte. Sur le bureau se trouvaient plusieurs dossiers, les coins légèrement gondolés. La corbeille était vide, mais la grille contenait des fragments calcinés, de fins bords de papier bruni et cassants. Miss Marple s'approcha du bureau et tourna une page. Comptes paroissiaux. Facture de jardinage. Et au bas, le bord d'un document plus ancien. Elle le tira doucement vers elle. Un morceau de parchemin ancien du vélin d'église hors d'usage. La signature portait autrefois Laetitia G. Mais l'encre avait été floue, volontairement maculée. « J'essaie. »« D'effacer un nom, » dit-elle doucement. À côté, une enveloppe vierge, sans adresse, mais quelque chose dans le grain du papier, son léger parfum, correspondait à l'enveloppe arrivée à son chalet 2 jours plus tôt. Une lettre anonyme. Donc, quelqu'un au sein du presbytère avait accès au même document. Elle examina, ensuite le foyer. Les cendres étaient pâles, encore grises. Elle prit un tisonnier et les tamisa délicatement. Un seau de cire à moitié fondu était accroché à un coin de papier carbonisé, à peine lisible. La forme, une fleur. Une prime vert pressée, symbole personnel de Laetitia selon le registre paroissial. C'était donc le sceau de Laetitia qui avait été brûlé. Mais pas sa lettre. Une copie peut-être. Ou un faux document. Soudain, Miss Marple entendit le léger grincement de la porte d'entrée et se retourna. Harriet Greaves se tenait dans le couloir, ses bottes humides et son manteau défait. « Tu es dans le bureau » dit-elle d'un ton neutre. « Oui » répondit Miss Marple. Lydia était inquiète. C'était fermé à clé. Elle craignait que quelque chose n'allait pas. Le regard d'Harriet se porta sur le bureau, puis sur la grille. « Tu as traversé les cendres. J'étais curieuse, » dit Miss Marple d'un ton neutre. « Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve des phoques à moitié brûlés. » Harriet prit une inspiration comme pour se calmer. « Il y avait une lettre, » dit-elle. « Elle est arrivée hier, je l'ai ouverte par erreur. Elle était simplement adressée au presbytère, mais elle m'était destinée. Et qu'est-ce » Que ça disait? La voix d'Harriet était calme. Elle disait « L'héritage de Laetitia ne t'appartient plus. Le jardin se souvient. » Miss Marple inclina la tête. « Et votre premier réflexe a été de le détruire ?»
Le silence d'Harriet était une réponse suffisante. « Mais pourquoi maintenant ?» demanda doucement Miss Marple. « Qu'est-ce qui a changé ?» Harriet resta assise, comme si la question elle-même l'avait épuisée. Parce qu'il ne s'agit plus du passé, il s'agit de ce que les gens vont penser maintenant. De nous, de notre famille. La santé de mon oncle est en déclin, vous savez. Il est fragile. Et si ce scandale, si cette idée de fiducie cachée et de relations étouffées éclate au grand jour, il sera anéanti, son œuvre, son nom. Miss Marple s'assit à côté d'elle. « Ma chère, la vérité ne fait jamais honte à ceux qui la vivent. Elle ne menace que ceux qui profitent du silence. »« Mais c'est justement ça, » murmura Harriet. « Je n'en ai pas profité. J'ai juste hérité de la culpabilité. » Miss Marple tendit la main et la toucha doucement. « Il est peut-être temps de laisser tomber ce qui ne t'a jamais appartenu. » Ce soir-là, le sergent Donnelly se tenait à l'orée du presbytère, observant la porte de la véranda, tandis que la lumière commençait à décliner. Un rapport était revenu du laboratoire. Le carnet de croquis retrouvé dans les affaires de Carswell contenait une copie d'une carte de l'angle nord-ouest du jardin, dont les lignes se croisaient à des angles précis. Pas seulement des aménagements paysagers, coordonnés. Un marqueur de quelque chose. Enterré, il envoya l'agent Lee chercher un géoradar. Ils auraient bientôt une réponse, mais tandis qu'ils se tenaient là, le vent agitait les hautes haies, et pendant un bref instant, Donnelly crut apercevoir du mouvement derrière le mur, une figure, regardée, puis disparut. Il le suivit, faisant le tour du chemin arrière du jardin. Empreinte de pas. Seulement deux, petites, dans des chaussures à semelles de cuir. Ils menèrent à la porte latérale en bois. Le loquet était entrouvert, et posé sur le poteau du portail, presque invisible dans la lumière déclinante, se trouvait quelque chose d'étrange, une prime vert. Pressée, séchée et épinglée avec une simple aiguille à coudre. Donnelly la cueillit avec précaution, la mit dans un sac et est retourné vers la maison. Il n'avait pas encore de réponse, mais il savait une chose. Quelqu'un voulait être vu maintenant. Pas caché, pas silencieux. L'histoire reprenait de plus belle. Une lettre, une fleur pressée, un pas à la fois. Et la fin, quelle qu'elle soit, ne viendrait pas tranquillement. Le calme qui régnait sur Lower Barton le lendemain matin n'était pas celui de la paix, mais celui d'une paisible réflexion. C'était le genre de calme que l'on rencontre juste avant un orage d'été, une sensation de calme dans l'air, un poids derrière le chant des oiseaux. La journée était tendue, même si le soleil brillait sans interruption et que les haies ne ruisselaient que de rosée, pas de pluie. Pour les villageois, les étranges événements de la semaine formaient désormais un patchwork de soupçons et de théories, de rumeurs à moitié oubliées et d'affirmations de plus en plus exagérées. Le consensus général était que Félix Carswell était mort dans des circonstances inhabituelles, mais impossibles à prouver. Empoisonnement, disaient certains. Panique, disaient d'autres. Une opinion audacieuse suggérait qu'il était mort d'un champignon tropical rare, dérangé dans les fondations de la serre. La vérité, comme toujours, restait insaisissable. Mais Miss Marple ne s'était jamais souciée des croyances du village. Elle se fiait plutôt à ce qu'il oubliait de se rappeler, les détails murmurés en passant, les incohérences passées sous silence par la bonne société. Et maintenant, tandis que les derniers fils se resserraient autour du cœur silencieux du mystère, elle sentait la forme d'une histoire se dessiner, non pas en traits gras, mais en ombre. Ce matin-là, elle se tenait sous le vieux tilleul devant sa maison, taillant une vigne rampante qui avait commencé à envahir son modeste massif de roses. Ce mouvement l'aida à réfléchir. Son esprit revint au registre, à l'enveloppe de Margerie, à la prime vert pressée trouvée sur le poteau du portail du jardin. Des symboles, des signaux, des gestes soigneusement orchestrés par quelqu'un qui souhaitait désormais se faire remarquer. Et puis il y avait le carnet de croquis. Elle ne l'avait pas vu elle-même,
Mais Donnelly l'avait décrit en détail. Motifs imbriqués, mesures précises, la véranda dessinée à maintes reprises sous différents angles. Pas seulement « un plan de jardinier », soupçonnait Miss Marple, mais la trace d'une trouvaille, ou peut-être d'une découverte. À 9h30, elle reçut la visite du sergent Donnelly en personne, les sourcils froncés, un fin dossier sous le bras. « J'ai pensé que vous devriez voir ça », dit-il sans préambule. Nous l'avons trouvé caché au dos du journal de jardinage de Carswell, plié dans le dos. Il ouvrit le dossier et révéla une simple feuille de papier calque, presque transparente avec le temps. Elle contenait un schéma, un plan de la véranda, mais celui-ci montrait quelque chose que les autres ne voyaient pas. À la base de la structure, sous les fenêtres orientées à l'ouest, se trouvait un carré marqué voûte. Pas de mesure, pas de détails, dit Donnelly, mais c'était clair. Carswell avait trouvé quelque chose. Miss Marple traça les lignes fines de sa main gantée. Il ne voulait pas tout révéler. C'était une note pour lui-même, pas un plan pour quelqu'un d'autre. Signification? Ce qui veut dire qu'il était encore en train de décider quoi faire, dit-elle doucement. Il n'avait pas encore choisi sa voie, dénoncer quelqu'un, révéler la vérité ou garder le silence. Donnelly poussa un soupir las et se laissa tomber sur la chaise en face d'elle. Nous avons trouvé l'emplacement indiqué sur le plan. Le caveau existe. Ou plutôt, il existait. Nous n'avons pas encore fouillé. Nous attendons l'autorisation du Bureau du patrimoine. Miss Marple hocha la tête. Sage, mais la vérité ne se trouve pas seulement sous terre, sergent. Non, admit-il. C'est se promener dans ce village, tasse de thé à la main, et faire comme si le passé n'avait jamais été révélé. Ce même matin, Harriet Greaves se tenait devant la porte verrouillée de la véranda. Elle n'était pas venue pour l'ouvrir, seulement pour regarder. Le vitrail du haut, feuilles de lierre verte et troglodyte bleu, s'était décoloré au fil des décennies, mais reflétait encore la lumière d'une manière qui la fit s'arrêter. C'était une touche personnelle de Laetitia, avait-elle lu. Un cadeau de Marjorie, peut-être, un détail oublié par la plupart. Mais le verre avait résisté, en silence, tout comme l'histoire qu'il raconte. Elle resta là, un long moment, les bras croisés sur son manteau, le regard fixé sur son reflet. Elle paraissait fatiguée, plus âgée qu'il y a un mois, mais aussi quelque chose d'autre, de plus stable. Derrière elle, le bruissement des pas sur le gravier. Elle se retourna et vit Clara Farnham s'approcher depuis le chemin du jardin, un journal plié sous le bras. « Je pensais te trouver ici, » dit Clara. « Pourquoi ?»« Toi et moi, on a suivi les mêmes chemins ces derniers temps, » répondit Clara. On cherchait la même chose. Harriet ne répondit pas. Clara lui tendit « Le journal. Tu devrais lire la lettre de la page 6. Elle vient d'une femme du Sussex, une lettre ouverte, en fait, à propos de sa tante. Comment elle et une autre femme ont acheté un cottage ensemble en 1930. Elles ont vécu ensemble pendant des décennies. Et comment, au décès de l'une, l'autre s'est vue refuser l'accès à leur maison, la loi ne les reconnaissant que comme locataires. Harriet le lut en silence. « C'est un avertissement, » dit Clara, « mais c'est aussi une déclaration. » Harriet plia soigneusement le papier. « Tu crois que les gens comprendront ? Certains ne le feront pas, » répondit Clara. « Mais là n'est pas la question. Les secrets ne protègent jamais ce qu'ils prétendent se protéger. Seuls les humains le font. » Harriet détourna le regard. « J'avais tellement peur de ruiner ce que mon oncle avait construit. Alors construis quelque chose de nouveau, » dit doucement Clara. « Quelque chose qui n'a pas besoin d'être caché. » À midi, Miss Marple retourna au presbytère, soi-disant pour apporter un pot de confiture de citron, mais en réalité pour poser une dernière question. Elle trouva Lydia Greaves dans le salon, une broderie sur les genoux, des lunettes au bout du nez. « Il se repose à nouveau, » dit Lydia en désignant l'étage. « Toute cette histoire l'a fait vieillir 2 fois. »« Il est fort, » dit Miss Marple, « mais même la force a besoin de paix. » Ils restèrent assis un moment en silence, l'air chargé de vernis à la lavande et le faible tic-tac d'une horloge murale.
Miss Marple dit alors « Vous savez, c'est étrange. J'ai toujours été fascinée par les horloges, pas les plus imposantes, mais celles qui s'arrêtent. » Arrêt? Soyez silencieux. Arrêtez-vous à une heure précise. Ce n'est jamais aléatoire. Il y a toujours une histoire. Lydia haussa un sourcil. « J'ai vu la vieille horloge du bureau l'autre jour, » continua Miss Marple. « Elle était arrêtée à 6h07, exactement à l'heure où Félix Carswell s'est effondré dans la véranda. » Le visage de Lydia n'a pas changé. « On pourrait croire que quelqu'un l'a blessée à nouveau, » ajouta Miss Marple, « à moins, bien sûr, que quelqu'un ait retiré les aiguilles. Exprès. » Cette fois, les yeux de Lydia clignèrent à peine, mais Miss Marple le vit. « C'est une chose étrange à remarquer, » dit Lydia. « Peut-être, » répondit Miss Marple, « mais je dis toujours, ce sont les plus petits éléments du mécanisme qui font tout s'arrêter. » Plus tard dans la soirée, le jardin du presbytère accueillit une réunion informelle. À l'invitation d'Harriet, et peut-être par un geste de courage tacite, elle et Clara décidèrent de partager un dîner tranquille sous le magnolia en fleurs. Miss Marple était présente, tout comme Donnelly, et même M. Tilling, le vieil arpenteur, fut aidé à s'asseoir. Le soleil couchant dorait l'herbe, et l'espace d'un instant, on aurait pu croire à une simple soirée de printemps. Mais sous les sourires et les sandwichs persistait le frémissement de ce qui restait à dire. Donnelly prit Miss Marple à part avant que le crépuscule ne tombe complètement. « J'ai parlé aux archives de Bury », a-t-il déclaré. Ils ont confirmé que Marjorie Ainsworth était la co-administratrice légale de Laetitia pour la concession foncière. « Alors la confiance était légitime, » dit Miss Marple. « Dissimulée peut-être, mais pas inventée. » Et, ajouta Donnelly, ils ont aussi confirmé autre chose. Marjorie avait une nièce, une pupille en fait. Elle a vécu brièvement avec elle dans les années 1940. Miss Marple haussa un sourcil. Une pupille, une jeune fille envoyée de Londres pendant la guerre. Les papiers l'identifient comme C. Liddell. L'esprit de Miss Marple s'emballa. Clara Farnham avait un jour mentionné son nom de jeune fille. Clara Liddell, une femme discrète, veuve depuis peu, mais dont les racines plongeaient dans une histoire depuis longtemps enfouie, et dont la loyauté était peut-être plus profonde qu'on ne le pensait. Donnelly a poursuivi. Elle n'est peut-être pas impliquée dans la tromperie, mais elle est liée à l'héritage. Elle en faisait partie avant même de se marier, avant de venir ici. Miss Marple regarda à travers le jardin où Clara se tenait sous le magnolia, parlant doucement à Harriet. Elle voyait maintenant la courbe de l'arc, l'histoire s'élevant vers son moment inévitable. La véranda, le grand livre, la fleur pressée, l'aiguille de l'horloge de l'étude, les lettres, brûlées, enterrées et révélées. Tout convergeait. Demain, le caveau sous la véranda serait décellé. Mais ce soir, dans ce jardin où la vérité avait été à la fois plantée et taillée, les joueurs se tenaient en silence sous la lumière déclinante, le poids du souvenir s'installant enfin. Et Miss Marple savait, l'acte final était prêt. Il ne restait plus qu'à nommer la main qui avait tiré le rideau. Le matin s'était levé clair et sans vent, l'air étrangement calme pour un mois d'avril. Dans le village de Lower Barton, l'impatience s'était accumulée comme une brume sur les haies. La nouvelle s'était discrètement répandue, sans qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, que les autorités allaient ouvrir le terrain, scellé sous la serre. Aucun nom n'avait été prononcé, aucune spéculation n'avait été émise, mais les villageois le sentaient. Le sol était sur le point de livrer un secret. Au presbytère, la véranda était comme un patient en attente d'une opération. Un petit cordon avait été dressé pour dissuader les curieux, mais il ne détournait pas les regards des fenêtres voisines. L'agent Lee, légèrement en sueur malgré l'heure matinale, supervisait 2 ouvriers municipaux qui retiraient soigneusement les carreaux centraux du sol de la véranda à l'aide de leviers et de mains gantées. La dernière tuile craqua avec réticence et révéla, sous des couches de poussière compactée et de fibres de racines, le lourd rebord d'une dalle de pierre.
comme le suggéraient les anciens plans. Avec effort et un grognement, la dalle fut soulevée. Ce qui se trouvait en dessous n'était ni une crypte, ni un coffre au trésor, ni une chambre dramatique. C'était une cavité, une dépression peu profonde, d'à peine 60 centimètres, tapissée de vieilles briques, avec un petit tronc en bois scellé à la cire et ficelé. L'emblème de la Primevère, discret mais visible, était gravé dans le seau de cire. Le sergent Donnelly, qui se tenait avec Miss Marple juste au-delà du seuil, poussa un soupir silencieux. « Encore ce seau, murmura-t-il. « Oui, dit doucement Miss Marple, celui de Laetitia. Mais la question n'est pas de savoir ce qu'elle a laissé derrière elle. C'est plutôt de savoir qui a craint sa découverte. » Donnelly hocha la tête et donna le signal. La malle fut soulevée avec précaution et transportée dans le bureau. Les ouvriers reculèrent, murmurant entre eux tout en époussetant leurs gants. Harriet et le révérend Greaves se tenèrent dans le hall, observant le cortège avec de grands yeux. Lydia, la bouche pincée, restait près du salon, parlant peu, mais observant tout. Miss Marple attendit que la malle soit posée sur la table et que la pièce soit vide. Puis, sans faire d'histoire, elle s'avança et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des papiers soigneusement pliés, documents, registres et 2 lettres de mains différentes. L'une, manifestement celle de Laetitia, était un adieu, courtois et discret. L'autre, signée par Marjorie Ainsworth, était datée de 1938 et comportait une copie du titre de propriété. Une petite enveloppe était jointe, marquée « À n'ouvrir qu'en cas de menace ou de trahison ». Miss Marple ouvrit ce dernier d'une main ferme. La lettre était courte, mais tranchante comme une lame d'élagage. Laetitia craignait que l'ambition de son frère ne prenne le pas sur nos souhaits. Si lui ou ses héritiers cherchent à effacer ce que nous avons construit, que ceci serve de preuve. La terre nous appartient à tous les deux, à parts égales. Si un quelconque document est falsifié, ils devront en rendre compte. Miss Marple se tourna vers les autres maintenant rassemblés dans le bureau. « Je crois, dit-elle calmement, que le temps de la discrétion est révolu. » Ils se sont réunis dans le salon juste après midi. Le sergent Donnelly, Harriet, Greaves, Clara Farnham, Lydia Greaves et le révérend lui-même, l'air las mais pas surpris. Miss Marple se tenait près de la cheminée, le dos droit, la voix posée. « Je vous demande de faire preuve de patience, dit-elle, pendant que je vous raconte les événements au fur et à mesure qu'ils se sont produits, pièce par pièce. » Elle jeta un bref coup d'œil à Donnelly, qui fit un signe de tête respectueux. Félix Carswell n'a pas été tué par empoisonnement, ni par une insuffisance cardiaque naturelle sans cause. Il est mort d'un arrêt cardiaque soudain, certes, mais provoqué par une peur extrême. Le genre de peur qui saisit le cœur dans un moment d'impuissance. Elle regarda le groupe. Carswell a découvert le registre, celui caché par Laetitia et Marjorie. Peut-être a-t-il eu de l'aide pour y accéder, peut-être pas. Mais il a compris ce que cela signifiait, un accord de propriété longtemps caché qui pouvait encore affecter l'héritage actuel, et surtout la réputation des héritiers du côté du révérend Greaves. Harriet baissa les yeux, les lèvres serrées. Félix n'avait pas l'intention de révéler cela pour de l'argent. Il y a peut-être pensé, il était pragmatique, mais au final, il semblait vouloir autre chose, la reconnaissance. Peut-être même que justice soit rendue à Laetitia et Marjorie. Miss Marple fit un geste vers le carnet de croquis que Donnelly avait posé sur la table. Il a cartographié l'emplacement du coffre, mais l'a gardé secret. Pourtant, quelqu'un d'autre a découvert qu'il le savait. Quelqu'un qui craignait que la découverte du trust ne ternisse non seulement le nom de la famille, mais aussi sa propre position, si précieusement protégée. Elle regarda maintenant vers Lydia Greaves. Quelqu'un qui avait accès aux registres paroissiaux, qui a brûlé un document dans la cheminée du bureau, la lettre originale de Laetitia. J'ai vu les restes du sceau moi-même. Le visage de Lydia se crispa. Je n'ai rien fait de tel. Mais vous l'avez fait, dit doucement Miss Marple.
L'horloge du bureau s'est arrêtée à 6h07, précisément au moment où Carswell s'est effondré. Les aiguilles n'étaient pas figées. Elles avaient été retirées, puis soigneusement repositionnées. J'ai vérifié le mécanisme moi-même. Pourquoi? Parce que vous vouliez cacher le fait que quelqu'un était présent dans le bureau à ce moment précis, que quelqu'un était revenu du jardin non pas par la porte d'entrée, mais par la porte de derrière, sans se faire remarquer, que quelqu'un avait vu Félix s'effondrer et s'était éloigné calmement. Lydia ouvrit la bouche, mais Miss Marple continua. Vous saviez ce que Carswell avait découvert. Vous saviez ce que cela signifierait pour votre frère, pour votre famille. Alors, quand vous l'avez vu fuir le jardin, paniqué et essoufflé, vous n'avez rien fait pour l'aider. Vous avez fait pire. Vous l'avez suivi dans la véranda, non pas pour le tuer, mais pour récupérer les preuves. Elle a brandi le gant. Vous avez laissé ceci par accident. Ce n'était pas celui d'Harriet, même si vous nous l'avez laissé croire. C'était le vôtre. Votre monogramme est peu visible, mais toujours visible sous le revers. LG. Des halètements parcoururent la pièce. Vous l'avez suivi, vous l'avez vu serrer le carnet de croquis et vous l'avez vu s'effondrer. Puis, plutôt que de donner l'alerte, vous avez pris les papiers, ou vous avez essayé. Mais il en avait déjà caché une partie, la carte, la lettre de secours. Ne les ayant pas retrouvés, vous êtes rentré chez vous et avez fait le meilleur choix. Vous avez détruit ce que vous pouviez dans la cheminée du bureau. Le visage de Lydia était devenu blanc. « Je voulais seulement protéger mon frère, » dit-elle enfin. « Il est fragile, ça l'aurait brisé. » « Ça n'aurait pas été le cas, » dit soudain le révérend Greaves d'une voix calme mais ferme. « J'aimais ma tante, Lydia. Je n'ai jamais connu les détails, mais je me doutais de rien et je la respectais. Si vous me l'aviez dit, si l'un d'entre vous m'avait fait confiance, je n'aurais pas renié son héritage. » Lydia le regarda avec une sorte de tristesse brisée. Ils n'auraient pas compris. « Tu ne leur as pas laissé leur chance, » dit doucement Harriet. Miss Marple s'approcha de Lydia, son ton toujours calme. « Vous n'avez pas tué Félix Carswell, mais vous l'avez regardé mourir, et vous avez retiré les choses pour lesquelles il avait risqué tout son cœur. » Donnelly s'avança. « C'est une obstruction à la justice, Madame Greaves. Nous allons devoir recueillir une déposition officielle. » Lydia hocha la tête une fois, son expression creuse. « Je n'ai jamais voulu qu'il meure, » murmura-t-elle. « Je voulais juste que tout cela reste enfoui. » Miss Marple regarda les autres. « Mais le jardin se souvient, » dit-elle, « et la vérité a des racines plus profondes que la pierre. » 3 jours plus tard, le contenu du coffre fut rendu public. La fiducie entre Laetitia et Marjorie fut légalement reconnue, et leurs noms furent ajoutés ensemble au registre des propriétaires fonciers de la paroisse. Le vicaire resta debout, fier et silencieux, tandis que le sceau de la prime vert était exposé dans la sacristie. Lydia Greaves ne fut inculpée d'aucun crime, mais elle se retira de la vie publique et se réfugia chez sa sœur dans le Kent. Elle refusa les visites et ne fit aucune déclaration. Mais Harriet commença, lentement, à reconstruire ce qui avait été perdu, non pas par le silence, mais par l'histoire. Elle fit graver les noms de Laetitia et Marjorie sur une plaque commémorative juste à l'extérieur des nouvelles limites du conservatoire. Quant à Miss Marple, elle retourna à ses roses, à ses promenades quotidiennes et à ses observations, attentives. Elle savait que certains mystères ne se terminaient pas par un cri mais par un soupir, et que la justice, lorsqu'elle se faisait, n'était parfois pas plus bruyante que l'ouverture d'une porte longtemps verrouillée. Le village reprit son rythme plus lent, plus sage, et sous les vitres ombragées de lierre de la serre du presbytère, le jardin refleurit, sans plus rien à cacher.